Excusez-moi les mecs, je suis en retard mais c'est bon, on peut commencer là. T'es chiant, t'attends tout le temps. Non mais j'ai une bonne raison, je sais dans le passé, je sauvais ma mère. Ouais d'accord, c'est bon. Bon, comme je disais, on débute, on enchaîne. Adrien, tu fais ta blague de Toto. Zef, t'enchaînes sur les vannes racistes, de blagues dans un bar. Gaylor, toi tu nous fais les charades. Et Grégo il finit par les rébus. Ensuite, bienvenue dans Comic Outcast et tout ça. Attends, il est où là mon focus sur Michel Leb? Bonjour et soyez les bienvenus dans cette 52e épisode de Comics Outcast. Autour de la table mythique de l'appartement d'Adrien, il y a autour de moi Zef. Salut. Salut Zef, j'avais pas vu que t'as pas de micro, excusez-moi. On a Grégo. Bonsoir, c'est moi qui ai le micro de Zef ce soir. On a Gaylor. Salut, moi j'ai le micro de Gaylor. On a Ben. Bonsoir. Et à la réalisation pour cette émission, il y a Adrien. Oui, bonsoir. C'est ta première en tant que réalisateur. Tout à fait. Joe n'est pas avec nous, pourquoi ? Parce qu'il nous a gentiment claqué la porte de WeFM. Mais c'est pas grave, non, il y a des bonnes raisons, on vous expliquera ça à la rentrée. Et on a un programme plutôt sympathique pour vous, car on a un épisode spécialement dédié à DC Comics et à son grand relaunch, reboot, restart. Reboot. Ouais, c'est un peu difficile à définir. Mais même eux ils savent pas, tu sais. De New 52, ou en français la Renaissance DC. D'ailleurs c'est un nom très amusant qu'ils ont choisi parce que ça a un impact un petit peu plus tard, mais on va en parler donc un petit peu plus tard. Voilà, bien vu. Dans l'émission on vous présentera donc ce relaunch en passant en revue les séries que les chroniqueurs autour de moi ont lues, aimées, adorées, ou au contraire totalement détestées ou tout simplement ignorées, parce qu'il y en avait quand même un sacré paquet. Comics Outcast numéro 52, c'est parti. Alors, déjà, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça va. Et j'ai oublié de dire quelque chose, donc on n'a pas beaucoup de micros, donc on va pas tous intervenir en même temps. Et l'autre chose, c'est que, comme d'habitude, vous avez l'opportunité de nous interpeller grâce aux réseaux sociaux et à notre site sur Radio Kawa pour nous faire vos commentaires, vos remarques au niveau de l'éditorial, des blagues qu'on fait, tout ça, ce genre de choses. Est-ce que les gens sont trop bourrés ou pas? On va commencer par présenter donc New 52. New 52, c'est quoi? C'est donc chez DC Comics un event qui a été lancé par 3 personnes clés, en l'occurrence Jeff Jones, Dan Didio et Jim Lee, qui sont respectivement le directeur de DC Comics et 2 co-directeurs de l'édition de chez DC Comics qui sont arrivés en 2010. Jim Lee qui est cette star des années 90 aussi, n'est-ce pas Grégo? Oh oui. Il avait relancé les X-Men avec Chris Claremont. Il a travaillé chez Marvel, bien effectivement. Sûr. Et Jeff Jones, on parle de lui parce qu'il a travaillé un petit peu chez Marvel, mais il a pas fait grand chose de notable. Mais il a surtout travaillé chez DC et il a fait 2 séries très importantes, Flash Rebirth et Green Lantern Rebirth, dont on parlera beaucoup plus tard. Il a fait Superman aussi un peu plus tôt, et enfin il a bossé sur pas mal de séries. Il a eu ses galons, voilà. Et aujourd'hui, en fait, il a été nommé donc président de la publication d'ici. Ah, c'est récent, ça, ouais, très récent. C'est assez récent. Et ensuite, directeur créatif et artistique de toute la ligne d'ici en fait, de tout ce qui est sorti après. Donc un mec qui pèse quoi. Voilà. Ok. Donc ces 3 têtes pensantes sont arrivées à un moment assez charnière dans tout ce qui est publication chez les comics. C'est un moment où chez DC les ventes étaient relativement en baisse et où l'univers et même le multivers DC commençait à partir un peu en live, et il était un peu difficile pour un nouveau lecteur de s'y retrouver déjà en termes de personnages. Bon, évidemment tout le monde connaît Superman, tout le monde connaît Batman, Wonder Man et leurs petits amis, mais il était assez compliqué d'arriver au numéro 853 et d'essayer de comprendre les histoires, parce que elles avaient 40, 50, 70 ans de continuité. Certains titres étaient avaient dépassé les 900 comme Action Comics ou Detective Comics. Ouais, déjà à l'époque. Et qui n'avaient jamais subi de reboot ou de relaunch ou quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs avec New 52, c'est la première fois justement qu'ils ont eu une V2 en fait. Contrairement chez Marvel où là maintenant c'est la mode quoi. Par exemple, Punisher il a une V12 tu vois. Ouais, c'est ça. Mais vraiment. Donc ces 3 personnes en fait se disent qu'ils vont réimaginer l'univers DC et essayer d'attirer de nouveaux lecteurs avec une histoire bien plus simple en partant vraiment de zéro. C'est leur idée, c'est leur idée. Ils veulent tout casser quoi, c'est ça. Enfin.
On viendra sur les détails, mais leur idée principale, c'est véritablement de mettre tout à plat pour permettre à de nouveaux lecteurs de nouveaux lecteurs de venir et de découvrir l'origine de Wonder Woman et ce genre de personnages. Du coup, il y a aussi un dilemme, c'est que en 70 ans de publication, on a aussi d'anciens fans qu'il faut essayer de satisfaire, parce que voilà, essayer d'attirer de nouveaux lecteurs en changeant toutes les histoires, mais essayer de garder les anciens, c'est pas chose facile. Donc ça, c'est plutôt l'aspect commercial de la volonté de créer un nouvel univers après autant d'années de publication. Et ensuite, il y a l'aspect scénaristique, et là on arrive à un moment assez important pour beaucoup de fans de DC et même les autres, c'est Flashpoint. Alors, est-ce qu'ici on a des gens qui ont lu cet event? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent l'expliquer? Je lève la main, mais on me voit pas parce que c'est la radio. Ouais, en fait, Flashpoint, moi j'aime beaucoup. On en a déjà parlé plusieurs fois dès qu'on a abordé Flash, parce que c'est quand même un gros arc, et que effectivement, c'est la base de New 52. En gros, c'est assez simple à résumer. C'est Flash, donc qui a la possibilité de voyager dans le temps tellement il court vite, qui décide d'aller dans le passé pour faire en sorte que sa mère ne meure pas, et que donc son père n'aille pas en prison car accusé du meurtre de sa femme, parce qu'il en peut plus. Il se dit je pense un peu à ma gueule. Il y va, il sauve sa mère, finalement il se rend compte qu'il a merdé, il corrige ce qu'il a merdé, mais quand il revient dans le monde, dans son présent, dans notre présent, beaucoup de choses ont changé. Notamment Batman n'est pas Bruce Wayne, Aquaman se tape contre Wonder Woman, il y a plein de trucs, Cyborg est largué, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et Zef, vas-y. Non, mais en fait, juste pour revenir sur Batman. En fait, Batman était déjà plus Batman à ce moment-là. Oui, c'est pas ça qui a changé, mais c'est un détail. D'accord, très bien. Et donc, une fois qu'il revient dans ce monde, en fait, qui corrige ce qu'il a merdé, le monde actuel est celui de New 52. Excuse-moi, mais là t'es en train de dire qu'en fait il a volontairement remonté le temps. J'ai l'impression, j'ai un souvenir très très vague de Flashpoint, mais je crois me souvenir qu'il se réveille dans ce nouvel univers et justement il est surpris que sa mère soit là en fait. Pour moi. Alors attends, je sais plus. Non, mais pour moi il remontait volontairement pour sauver sa mère en fait. D'accord. Mais peut-être, tu me files un doute, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc mais j'ai un doute là-dessus là. Parce que j'ai l'impression en fait là ce que tu racontes c'est un peu la fin de la saison 1 de la série. Enfin ils ont fait un peu Flashpoint. Moi je parlais vraiment du. Ouais, mais non, mais je sais que tu parles de Flashpoint, mais ils ont un peu mélangé, ils ont brouillé les pistes et tout. Et il me semblait qu'il se réveillait dans ce nouvel univers et qu'il justement il était très surpris de voir sa mère en vie. Ouais, sa mère est vivante, mais pour moi il était ok avec ça. Et après, non, mais il est ok forcément avec ça. Mais il se rend compte après que en fait son pouvoir l'a dépassé et que du coup il a remonté le temps par lui-même. Moi j'étais persuadé qu'il y allait sciemment. Ouais, non mais je sais plus. Bon, ok. Du coup, on vous invite à le relire. Donc la fin de Flashpoint, en fait, c'est une raison pour recréer un nouvel univers, parce que effectivement, en faisant ça, il a un peu foutu le bazar partout. C'est l'événement qui change tout. La semaine qui a suivi la publication du dernier du dernier issue de Flashpoint, tous les titres de DC Comics sont passés en New 52. New 52, pourquoi ? Parce que 52 nouvelles séries qui font écho à une ancienne série de 2006 qui s'appelait déjà 52, écrite par un certain, en partie Jeff Jones, qui est donc maintenant directeur de la publication à l'époque. Mais ils étaient plusieurs aussi, il y avait Grant Morrison, il y avait Mark Wade. Oui. Donc voilà, c'était un grand série hebdomadaire, qui dure 52 semaines. Exactement, d'où le chiffre. Voilà. Un Zef. D'où le chiffre. Et voilà, c'est un écho, un petit clin d'œil à cet égard. Donc tout ça pour dire que le multivers de DC a été complètement abandonné, sauf que est-ce que Gaylord, tu sais s'il y a des éléments de l'ancien univers qui ont été gardés malgré la volonté de tout effacer ? Alors déjà, à la fin de Flashpoint, tu as une fusion éditoriale avec Wildstorm et Vertigo. Ouais. Tu as Swamp Thing qui est repris donc de Vertigo. Donc ils sont deux imprints qui sont possédés par DC Comics, mais qui ne sont pas vraiment dans la continuité. Voilà, et on remet tout dans le même boucle, on va dire spatio-temporelle. Et le truc, c'est que déjà trouver 52 titres
faut y aller, quoi, tu vois, c'est pas facile. Et dans ces 52 titres, vu que ça s'est un peu précipité, Flashpoint ça a duré que 5 chapitres, donc ça allait vraiment très rapidement pour certaines personnes qui étaient en train justement de construire leurs histoires et qui ont dû les finir abruptement, ou pas du tout, comme par exemple Geoff Jones sur Green Lantern, qui finalement Green Lantern s'arrêtait au 66 ou 67. Techniquement, le numéro 1 c'est le 68, quoi. D'accord, ça prend directement. C'est un nouveau run en fait. On n'a pas repris non plus au milieu d'un run, ça serait vraiment très 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 bâtard. C'est juste un tout petit peu bâtard. C'est juste que si t'as pas lu les 67 d'avant, qu'on te dise que Sinestro redevient Green Lantern, quand tu connais pas, tu t'en fiches, quand même. Tu sais pas ce qui se passe. D'accord, ouais, très bien. Et t'as beaucoup de titres du coup qui ont subi qui ont subi carrément en fait ce reboot, parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre synchro avec l'éditeur et tout, quoi. Ça me fait penser à Secret Wars chez Marvel, où l'artiste n'avait pas fini le dessin et du coup les numéros 1 de la continuité suivante avaient été déjà sortis, alors que l'histoire principale n'était pas encore résolue. Mais alors là, pour le coup, Hickman il a eu 3 ans pour mettre ça en place, tu vois, depuis début 2012, et tout le monde chez Marvel était bien conscient qu'on allait vers ce truc, quoi. Même si c'est toujours un peu le bordel chez Marvel aussi, mais il y avait un peu plus de latitude, quoi. Les gens ont vu où ils allaient, quoi. D'accord, mais juste à cause d'un connard, ça peut foutre la merde partout. Un connard qui court très vite. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est que donc sur ces donc ça a commencé en 2011, je pense pas l'avoir dit, sur ces 5 années de publication, ils ont fait ce qu'on appelle des vagues. C'est-à-dire que c'était des micro-events commerciaux où des séries se finissaient et d'autres commençaient au numéro 1. C'est-à-dire que en gros, en 2011, 52 séries ont commencé au numéro 1, mais aux aléas des ventes, des critiques populaires, il y a des numéros qui se sont arrêtés. En gros, il était impossible de garder 52 numéros de séries diverses et variées jusqu'à la fin. Donc, si ça continue à se vendre, si, mais c'est pas le cas, quoi. C'était pas possible. Le seul qui vraiment se vendait très très bien, qui a fait sa place dans le top 10 aux côtés des titres comme Walking Dead et les autres titres Marvel, c'était Batman, qui était régulièrement à 100 000 unités. Ah ouais, d'accord. Et beaucoup plus tard, alors ça on verra plus tard dans les vagues, mais Harley Quinn aussi est rentrée dans le top 10. D'accord. Et du coup, donc il y en a eu 10 sur 5 ans. Elles ont pas toutes duré le même moment. Et en fait, c'est comme ça qu'on va explorer l'univers de New 52. Bah allons-y. Oui, c'est parti. Alors, on va commencer par le personnage le plus, je pense, peut-être le deuxième, je sais pas trop, charismatique de DC. Pour moi, c'est Batman. Vraiment l'image, parce qu'il y a Superman, mais c'est le premier, c'est Superman pour toi? Là, au moment où je l'ai dit, j'y ai pensé. Il y a eu pas mal de dossiers sur ça, en fait, sur savoir qui était charismatique entre Batman et Superman. Même le plus Batman arrive devant parce que qu'il a un côté un peu noir qui parle plus aux gens, mais c'est complètement personnel après ou pas. Alors du coup, il y a un truc assez drôle à dire, c'est qu'il y a 52 séries, on s'imaginerait peut-être 52 personnages, ce genre de choses. Eh ben non, on a donc le Cavalier Noir qui Chevalier. Ok. Chevalier Noir. Il a pas de cheval, hein. Oui, mais cavalier, ça veut dire quoi? Qui monte sur un cheval. Voilà, et chevalier, ça veut dire quoi? Qui est chevalier avec une épée, un bouclier. Et d'où vient le mot cheval? Bref, l'origine vient de la même chose, mais chevalier a une importance plus tout ça pour dire qu'il a eu quand même beaucoup de séries à son nom dans son univers. Oui, en fait, dans son univers et qui concerne la Bat Family. Voilà ce qu'on appelle la Bat Family. La Bat Family, mon gars. Pardon. C'est un silence après ça. Ouais. Batman, Batman, Batgirl, voilà. Batwoman, Batman and Robin, Batman Incorporated qui arrivera plus tard entre autres. Tout ce qui concerne ça, je crois qu'il y a utilisé, on en parlait en off, il y avait une dizaine de séries qui concernaient tout ce qui était le début, il y avait Batman, 11 titres. Un cinquième des titres était consacré à Batman. Oh là là. Quoi, ça fait alors que Superman a combien? Rappelle-moi. Superman, on a 2, 3, 4. Non, je voulais juste dire ça. Voilà, donc pour parler de Batman, donc de la série effectivement qui a fait son beurre du numéro 1 au numéro 52 entièrement, donc qui a été écrit par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. Pour remettre un peu les choses, Snyder c'est donc pas le réalisateur, mais le gars qui avait fait entre autres Superman Unchained, American Vampire, il a travaillé aussi sur Witches, donc j'en parlais en off tout à l'heure qu'on avait chroniqué il y a un petit moment, et Greg Capullo qui est sûrement l'un de mes dessinateurs préférés à ce jour. Je kiffe complètement, qu'on connaît complètement pour Spawn dans les années 90. Donc voilà, c'est une série régulière. Ça n'a pas été toujours Capullo qui a dessiné sur ce que je vais appeler les entre-arcs de la série. Il y
y a d'autres dessinateurs qui sont venus entre temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Batman? Donc, comme je disais, en fait, au début de la série, c'est Bruce Wayne qui revient dans le rôle de Batman au début de New 52, parce que c'était plus le cas avant. Il était mort, tué par Darkseid. Il voyage dans le temps. Entre temps, c'est Dick Grayson qui reprend le costume de Batman, entre autres. Non, mais attends, il y a eu un petit moment où Batman était revenu en tant que Batman. Il était revenu en tant que Bruce Wayne, mais pas en tant que Batman. Si, dans Batman Corporated, la première saison. Ah oui, il y avait deux Batman. Bah oui, avant t'as Bruce Wayne qui crée Batman Corporated et t'as deux Batman en même temps. Voilà, en fait. Donc vous voyez déjà la merde. Batman un peu partout. Alors qu'ils veulent tous simplifier. Oui. Voilà. Non mais en fait, c'est là où quand t'expliquais en fait qu'ils voulaient tout simplifier. En fait, il y a eu surtout plein d'incohérences qu'ils ont voulu lisser avec New 52. En fait, ça qui est amusant. Qui ont juste jamais été expliqués en fait, donc pour le coup donc voilà, donc Dick Grayson reprend le costume, c'est un costume à lui de Nightwing. Bruce Wayne reprend le costume de Batman et il se retrouve avec, dans la série régulière en tout cas, avec toute la Bat-famille qui est là, donc Damian qui est son fils, qui lui est présenté dans Batman and Robin, qui sera la série qui sera jumelle en fait, qui va suivre beaucoup d'événements. Qui sera très complémentaire, même en extrêmement termes d'ambiance, complémentaire, complètement différentes, mais en termes de qualité, elles sont vraiment toutes les deux. À mon avis, j'ai mis longtemps à mettre Batman et Robin, mais effectivement, elles ne devaient absolument pas se lire l'une sans l'autre, à mon avis, et je suis un peu dégoûté de ne pas les avoir lues en même temps. Donc, Batman commence par The Court of Owl, qui est je dis mal, je sais. Non, c'est très bien, j'ai compris. Tu peux dire la cour des hiboux, hein. Oui, c'est ce que j'en pensais. Bref, donc qui est en fait le premier gros arc qui arrive pour Batman, qui se déroule en 12 issues. Qui correspond à ta vague 1 et 2, grosso modo. C'est ça, qui va complètement retourner l'univers de Batman, ce qui n'avait pas été fait depuis un petit peu longtemps quand même, mais retourner dans le sens ultra intéressant et surtout qui va amener un espèce d'historique à Bruce Wayne et à la Wayne Family, un truc complètement fou qu'on sait faux quand on lit la série. On va inventer un nouveau frère, un frère à Bruce Wayne, un demi-frère que son père aurait procréé, et que c'est complètement fou, qui est ce qu'on appelait le Talon, donc le protecteur de la cour des hiboux, grosso modo, qui est là pour chasser ceux qui en veulent à Gotham et ainsi de suite, qui fait un peu le boulot inverse de Batman au final, qui est un personnage complètement intéressant. Enfin, il a renouvelé vraiment un truc complètement fou. Est-ce que tu veux que je continue sur les autres trucs, ou est-ce que tu veux continuer par event finalement? Non, on va faire chronologiquement. On peut dire que c'était quand même très intéressant à Cour des Hiboux de voir justement Batman se faire complètement déposséder de sa ville. Complètement. Hein. Que Batman, que tu as toujours connu comme étant le maître de Gotham, enfin le vigilante, il y a personne au-dessus de lui, et finalement tu te rends compte que c'est ça la force de Snyder, c'est qu'il arrive à, sans vraiment twister la mythologie de Batman, il arrive à ajouter des pierres mais qui deviennent fondamentales et ça coule de source, quoi. Il y a un truc qui est complètement fou, c'est que tu sens que Bruce Wayne est en train de revient, donc il a pas perdu, mais t'as l'impression qu'il est pas complètement lui, qu'il est pas à 100%. Ouais. Et justement, t'as une espèce de qui est un truc qui est mis à profit justement par la cour des hiboux. T'as l'impression de tout perdre d'un coup. Tu perds foi même en Batman pendant un temps. Tu le vois complètement errer dans un labyrinthe perdu. Tu sais même pas s'il peut s'en sortir. Et t'as vraiment, comme tu dis, Snyder a fait un boulot complètement fou là-dessus, qui donne vraiment envie. Et quand tu vois la fin et remonter Batman qui revient sur son trône de Gotham, c'est épique, c'est complètement épique comme série, quoi. Et... je peux rajouter un truc, d'accord. Et moi je suis d'accord avec ce que je viens de dire sur ce sur quoi tu as répondu. Merci. Si je peux me permettre. Ah oui, vas-y. J'interviendrai tout au long de l'émission dans le rôle un petit peu du débutant de l'univers DC. Alors, t'as lu le Batman de Snyder alors? Est-ce un rôle de composition? Est-ce mon vrai personnage? Je laisse le soin aux auditeurs de le deviner. Donc imaginons que je ne sois pas forcément un féru de Batman au départ. Je me suis mis quand même j'ai commencé en fait les numéros 1, 2, 3 et peut-être 4 et 5 d'ailleurs du Batman de Snyder. Et c'est une très bonne série pour se mettre à Batman et pour se mettre dans DC, pour commencer, parce qu'elle expose un peu de tout. Je me suis pas senti perdu, j'ai pas eu le sentiment d'avoir manqué des choses, même si sûrement il m'en manquait, pardon. Mais l'histoire se déroule bien, il y a des bons cliffhangers, c'est intéressant. Donc il n'est pas impossible que je continue. En fait, comme on l'a dit, essaie de lire Batman et Robin vraiment en parallèle, parce que pour le coup, t'as la présentation.
Enfin, pour resituer un peu Batman and Robin, donc le début de la série, t'as Damian Wayne, donc qui est le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, qui est présenté à Batman et à Bruce, donc en tant que son fils, et on lui explique voilà, t'as eu un fils avec Talia, tout le monde est méga hypé, enfin moi le premier en tout cas, et le fils aimé, qui a été élevé donc par la famille, par sa famille, la famille de sa mère, donc on rappelle Ra's al Ghul, la Ligue des Assassins, qui a été d'ailleurs le premier tome de Batman and Robin s'appelle Born to Kill, donc c'est vraiment l'enfant qui a été élevé pour être le plus grand assassin du monde, le meilleur tueur. Il a 12 ans, même pas 8 ans je crois. C'est vraiment une machine à tuer. Il est pas aussi fort que Batman, mais presque, et il est capable en tout cas il est pas capable de battre sa mère, ce qui est déjà en soi un exploit. Et donc il aimait le souhait de rejoindre son père et de le connaître, et donc là pour les 2 premiers tomes, donc les 12 premiers issues de Batman and Robin, on a la prise de connaissance de Batman envers son fils, et les premiers liens familiaux qui sont là, qui sont extrêmement tendus, durs à vivre pour les deux et durs à vivre pour le lecteur, parce qu'il y a des moments où on a vraiment envie de claquer Damian Wayne, parce que c'est un petit con prétentieux mais qui est complètement dans son rôle. Et là, surtout, excuse-moi, là tu parles du Batman qui était avant Flashpoint, c'est ça, au moment où il rencontre Non, c'est Batman and Robin, c'est le tout début en fait. Ah d'accord, mais ils se connaissaient déjà à ce moment-là. Comment ça? Batman et Damian Wayne se connaissent. En fait, sur déjà. le tout premier arc de Batman and Robin, t'as la présentation, il y a sur le quai. Alors, je sais plus, c'est peut-être un souvenir, mais t'as la présentation justement de Damian à Bruce Wayne, et la première chose qu'il dit, tu vois, je te pensais plus grand. Tu te rappelles? Enfin, moi, non, mais alors voilà. Alors ça, oui, effectivement, ça c'était en 2006 ou 2007. C'était un la rappel première fois dans Batman and Robin. T'as un rappel dans je savais pas, d'accord. Il me semble. Donc du coup, voilà, donc on a toute cette fusion là, jusqu'à ce que les premières leçons de Batman soient transmises à Damian Wayne, donc dans le rôle de Robin là-dedans, sur l'honneur, sur la loyauté, sur le fait de faire confiance et ainsi de suite. C'est complètement fou là-dessus. Et les deux premiers deux premiers tomes, donc s'arrêtent là et commence ensuite Death of the Family, qui est le deuxième gros arc de Batman, dont on parlera peut-être après du coup. Une impression que j'ai eue en découvrant le Batman de Snyder, c'est que j'ai eu l'impression qu'il profitait de New 52 pour réviser un peu les origines de la famille Wayne, avec toutes les histoires avec la cour du hibou. Ça se confirme, la cour des hiboux, pardon. Ça se confirme par la suite ou... Les origines, enfin, tu parles de Thomas et Martha Wayne et ainsi de suite. J'ai eu l'impression qu'ils allaient un petit peu réviser dans le passé, y compris le meurtre des parents de Bruce Wayne. Putain, c'est dingue, c'est la même mère que. Non, en fait, il repasse pas ça, mais en fait, il immisce un doute dans ce qui a pu se passer, en fait, dans plein d'événements qui a pu se passer, en se disant, ok, finalement, Thomas Wayne était peut-être pas si cool que ça, il était peut-être pas aussi loyal qu'on peut le penser et tout. Enfin, après, au lecteur de se poser la question ou pas, pour moi c'est complètement faux par exemple, mais dans l'idée c'est un peu ce qu'il essaye d'insinuer. Dans les premiers chapitres, tu sais pas jusqu'à quel point les hiboux sont vraiment dans la cité, quoi. À quel point ils sont dans l'esprit des gens. Enfin, t'as même le grand-père de. Ce côté un peu Illuminati, quoi. Oui, t'as le grand-père de Dick Grayson qui est censé avoir fait partie de la cour. T'as plein de trucs comme ça en fait. Mais de toute façon, que ce soit Batman ou les autres, Flash ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que justement New 52, c'est, à part le côté commercial, c'est un prétexte pour effectivement un peu changer, pas forcément tout remettre à zéro, mais en tout cas de dire voilà, c'était pas exactement comme ça. Ils peuvent se permettre, vu qu'en fait la réalité était altérée, ils peuvent se permettre soit de faire douter les gens, genre finalement ça s'est pas vraiment passé comme ça, ou juste de se dire que dans cette nouvelle réalité qui a été altérée par Flashpoint, en fait c'est pas exactement comme avant, il y a des petites différences, donc je pense qu'ils peuvent se permettre de s'éclater sur certains trucs ou de réexpliquer ou de réinventer. Comme disait Zef tout à l'heure, problème de micro, pardon. Comme disait Zef tout à l'heure, en fait, oui, New 52, ça permet un petit peu de lisser cet aspect-là des choses justement dans les origin story, de repartir sur un point un peu plus frais et un peu plus, avec pas 75 ans de continuité en moins, mais tu sens que chaque case, chaque bulle, tu vas pas être largué, quoi. Tu vois, Greg est très bien rentré dedans, et bon, c'est aussi le génie de Snyder, c'est vraiment de commencer chacune de ces histoires par une anecdote, par une description d'un lieu historique, par une description même du coutume ou d'un quartier de Gotham. Enfin voilà, il te met vraiment dans la ville, au cœur de la ville, et après ton regard justement évolue avec le sien, et tu es un peu projeté un peu partout, et
enfin, c'est vraiment la technique qu'il faut avoir, la méthode qu'il faut avoir pour justement accompagner un nouveau lecteur et lui montrer tout un univers, même si cet univers existe depuis 75 ans, quoi. Alors là, on vient de parler de Batman, mais c'était une petite entrée mise en bouche, pardon. On va parler également d'autres personnages. Oui, parce que c'est ça, l'émission va durer 51 heures. Non, on va également parler de Flash, on va également parler de Swamp Thing, d'Aquaman, d'Animal Man, d'une série indépendante un peu différente qui s'appelle Dial H et de Resurrection Man. Ça, c'est des comics que les chroniqueurs ont choisi parmi nous, mais on va également explorer donc les events. Donc voilà, on risque de revenir sur Batman un peu plus tard dans la continuité de New 52 jusqu'en 2016. Donc là en fait on a vraiment parlé de juste de la Bat Family. On reviendra donc sur les autres personnages. Est-ce que je sais pas, par exemple dans The Flash, surtout dans les premiers numéros, est-ce que vu que c'est le personnage qui est à l'origine de tout ce bazar, est-ce qu'il y a des choses à dire? Mais oui, bien sûr qu'il y a plein de choses à dire. Bonjour Benjamin, fan de Flash. En fait, oui, même si vraiment on enlève le fait que la cause c'est Flashpoint et donc Flash, prenons donc la nouvelle série New 52 Flash pour ce qu'elle est, sans forcément corréler ça au personnage, à sa responsabilité dans Flashpoint. On repart donc au numéro 1. On a donc un Barry Allen qui en fait est on a une nouvelle origin story, c'est-à-dire ça fait 5 ans qu'il a ses pouvoirs. Il apprend encore à les dompter. Il fait en sorte de jongler entre son métier d'expert scientifique pour la police et de son rôle de justicier. C'est toujours la même merde, hein, même s'il a essayé de changer par le passé, c'est toujours la même merde. Sa mère est morte, son père est en prison accusé du meurtre. Donc son but, c'est toujours de le faire sortir de prison. C'est donc d'enquêter via le fait qu'il est policier sur le meurtre de sa mère, et dès qu'il peut enfiler le costume qui est dans une bague, et ça c'est quand même plutôt cool, de Flash pour combattre le crime. D'ailleurs le crime qui est aussi lui revisité, et ça c'est assez intéressant. En fait on a tous les ennemis emblématiques de Flash, hein, Captain Cold, Heatwave, Zoom, Reverse Flash et tout ça, et une bonne partie de ce qu'on appelle les rogues, en fait c'est les petits criminels, j'allais dire, ils sont dangereux mais c'est pas non plus des mafieux, quoi, qui avant en fait étaient, prenons par exemple Captain Cold, avait un flingue qui tire de la glace, un peu comme dans la série télé, et ben en fait maintenant dans New 52 il génère c'est comme Iceberg dans les X-Men, il génère du froid et de la glace avec ses mains. Heatwave pareil, en fait, il a des accessoires mais je veux dire il crée les flammes, en fait disons qu'ils ont donné des pouvoirs surhumains à des personnages qui avant en fait étaient juste des gens avec des gadgets, pour simplifier la chose. Donc ça je trouve ça assez bien parce que ça remet un peu au goût du jour, ça dépoussière des ennemis qui sont quand même qui datent, comme Gaylord l'a dit, de 75 ans, qui étaient un petit peu ridicules. Tu vois un mec habillé en esquimau avec un flingue qui tire de la glace, c'est un peu ridicule. Donc là il est toujours habillé en esquimau, mais maintenant il est en débardeur, c'est-à-dire il a plus de manches, donc ça c'est quand même assez cool. Et voilà, il génère de la glace avec ses mains, donc disons il est pas forcément plus dangereux parce que on le verra, mais les rogues sont assez complexes, en fait c'est des méchants, mais s'il y a plus méchants qu'eux, ils combattent aux côtés des gentils. Tu vois, ils ont une espèce de morale, en fait c'est un peu la morale des gangsters, tu vois, c'est un peu un truc comme ça. Donc ils sont assez intéressants, donc c'est assez cool de les voir. Et puis on a deux trucs très importants. Déjà au niveau des pouvoirs, en fait on voit que Barry Allen, je l'ai dit tout à l'heure, en fait essaye de s'approprier ses nouveaux pouvoirs, et en fait il se rend compte que ça va beaucoup plus loin que le fait qu'il court vite ou qu'il fasse tout physiquement vite. Il se dit en fait, mais si je peux bouger mes jambes ultra vite, je peux aussi bouger mes neurones ultra vite, et donc je peux réfléchir beaucoup plus vite, je peux anticiper, je peux être limite le plus intelligent, puisque je réfléchis 1 million de fois plus vite que les gens, que les autres. À un moment il traverse les murs, non? Ouais, mais ça il dissocier ses atomes, il le faisait déjà ça. Je sais pas. Non, mais oui, non, mais bien sûr. Pas tellement, mais j'ai surtout découvert avec New 52. Non, mais oui, effectivement, en fait, il pousse vraiment ses pouvoirs à un level supérieur. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, t'as un perso qui a 70 balais, qui a fait 1 milliard de trucs différents depuis tout ce temps. Et ben voilà, on essaye de le pousser vers des trucs pas forcément ultra inédits, mais en tout cas, voilà, ce qui plaira aux gens qui en ont
ont vu et revu et qui se disent ah bah cool, c'est un peu original. Et comme on disait quand Grégo parlait de Batman, les nouveaux lecteurs qui c'est carrément destiné à eux, c'est voilà, on a une origin story, donc c'est accessible à tout le monde, on vous explique comment ces pouvoirs fonctionnent et on explique bien, etc. C'est pas chiant, c'est assez bien expliqué. Et donc l'autre point important, c'est que il n'est plus marié avec Iris West. Là il est ami avec elle et il est dans une relation de longue durée avec Patty Spivot, qui a un nom très bizarre mais c'est son nom, qui en fait est une CSI elle aussi. Donc voilà, on en est là, on se dit effectivement Iris c'est un peu comme la Lois Lane de Clark, en fait. Il doit la reconquérir, quoi. Voilà, c'est un peu son amour de toujours. On sait que quelles que soient les timelines et quel que soit ce qui se passe, ils sont censés être ensemble. Donc voilà, c'est beau. On a cette espèce de truc où on sait que ça va arriver mais on sait pas comment. Donc voilà, donc c'est assez cool. Moi j'aime beaucoup le personnage depuis longtemps et là je dis pas qu'il a été vraiment réinventé non plus, mais je trouve que ça a rajouté un petit vent de fraîcheur où ils se sont dit voilà, le New 52 c'est là, c'est l'excuse pour faire plein de trucs et pour renouveler les persos ou réécrire les persos ou en tout cas faire des trucs qu'on se permettait pas forcément avant, et là on le fait, et en plus c'est dessiné par Manapool. Voilà, oui, ce que j'allais dire, et graphiquement ça tabasse, c'est un peu un truc de malade, tellement beau. On vous mettra des images, enfin c'est juste que je vois pas comment on peut ne pas aimer. Non, Eric fait des signes. Non, c'est beau. J'ai juste dit que je mettrais pas les images. Ok, d'accord. Non, en fait, voilà, c'est vraiment très très comics. Ça fait limite un peu cartoon. Animé, voilà, ouais, limite dessin animé, mais ouais. c'est très léché, c'est vraiment joli. Les couleurs sont très belles. En fait, c'est juste que vous le savez, moi j'adore quand les dessins sont égaux et que de case en case tout est cohérent. Il a la cover, il est aux cases, il est en couleur. En plus, putain, il y a une cover qui ressemble à ce qu'il y a dedans. Alors ça, juste pour ça. Et il est en plus au scénar. Enfin, les deux sont crédités en tant que scénaristes. Ils sont à la fois tous les deux sur le storytelling et sur l'agencement des cases et tout, et les dessins. Enfin, c'est très très cool, quoi. Et juste, je relis ma feuille parce que je suis un bon élève. J'ai oublié de dire un truc sur les pouvoirs de Flash. C'est un truc qui est très important aussi parce qu'en fait, il va vite. En fait, c'est là où justement ils ont été un petit peu plus loin en redéfinissant un peu les origines du perso, pas dans les événements, mais dans la Speed Force, parce qu'ils nous font comprendre qu'en fait maintenant la Speed Force, elle a été maints trucs différents, mais là c'est le principe de dire que la Speed Force, en fait, c'est Barry Allen qui l'a créée, ou en tout cas elle a été créée au moment où Barry Allen a eu son accident, et qu'en fait ils sont indissociables l'un de l'autre. En fait, il peut y avoir d'autres speedsters, d'autres, Kid Flash, Zoom, qui tu veux. En fait, la Speed Force, d'ailleurs, j'ai noté une phrase de Manapool qui dit, je l'ai noté en anglais, excusez-moi. Il dit Barry, la Speed Force, c'est ce qui fait avancer le temps, et Barry en est le moteur. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez cool comme phrase, donc, surtout quand c'est en anglais, parce que je dis en français, mais c'est en anglais. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, il va creuser dedans, savoir qu'est réellement la Speed Force. C'est là qu'il aura son espèce de petit tapis de course là sur lequel exactement. Donc voilà, donc vraiment moi je le conseille parce que ça a un peu rafraîchi le perso et que c'est Flash. Un très bon point d'entrée. Ouais. Exactement. Du coup, on va passer à autre chose. Là, on a parlé de deux personnages de la Justice League. On va parler d'un personnage peut-être un peu moins connu de l'univers de DC, mais qui a ses fans et qui a eu plusieurs séries et qui est il est vraiment tissé dans l'histoire de DC depuis très longtemps. C'est Animal Man. Et Adrien nous en avait déjà évoqué quelques issues il y a longtemps pour un épisode de Noël, si je me trompe pas. Oui, je fais ça moi. Et du coup, est-ce que tu peux revenir dessus? Du coup, nous présenter peut-être un petit peu la série et de voir si il y a des liens avec d'autres séries d'ici à partir de celle-là. Oui, effectivement. J'inviterai éventuellement Ben qui voulait parler de... Et Grégory qui ont un petit peu lu. Ben, je sais qu'il a suivi Swamp Thing, parce qu'il faut savoir que dans les New 52 c'est très intriqué entre Swamp Thing et Animal Man. Animal Man qui donc Buddy Parker peut prendre le pouvoir de n'importe quel animal à n'importe quel moment. Si par exemple il a envie d'avoir la force de l'éléphant, il peut prendre la force de l'éléphant. S'il a envie de voler comme un oiseau, il vole comme un oiseau. D'ailleurs, il n'est pas obligé de se transformer au moment où il fait ça. C'est pas manimal. C'est l'essence, quoi. C'est l'essence. Exactement. Il peut prendre les pouvoirs de plusieurs animaux et en faire un espèce de méga cocktail s'il a envie, si ça peut, tu vois. En fait, c'est comme un Megazord dans Power Rangers. Oh putain, mais oui. Un petit peu. Voilà. C'est vrai, on peut voir ça. Et donc dans ce numéro, on revisite un petit peu les origines d'Animal Man.
qui donc Buddy Parker visiblement n'a pas ses pouvoirs depuis très très longtemps. Quand on commence à Animal Man 1, c'est un ancien acteur, un ancien cascadeur qui a hérité les pouvoirs depuis ah oui, c'est pas Parker, c'est Baker, ses pouvoirs de visiblement d'une espèce de force extraterrestre. Enfin, on sait pas exactement, mais il les a eu assez récemment. C'est un family man. Il a un fils, une fille, une femme qui est assez incroyable dans la série. Je la trouve superbement bien écrite. Elle a un sang-froid à toute épreuve. Elle a beaucoup d'humour et elle se laisse pas faire. Elle se laisse pas faire non plus. On va découvrir dans cet univers en diptyque un petit peu avec Swamp Thing, on va découvrir l'existence de The Red, The Green et The Rot, sachant que donc the Green qui est la force végétale un petit peu. En fait c'est l'entité de tout ce qui est végétal dans l'existence en fait. Voilà. The Red qui est donc la chair, le sang, enfin c'est animal, tout ce qui est animal, le flux de la vie en gros. Enfin, de la vie non végétale du coup. De la vie non végétale voilà, qui est donc normalement dans les mains et dans l'ADN d'Animal Man, et The Rot qui donc la pourriture, la mort en fait, enfin la mort dans la vie justement, à un moment ils le disent, qui donc conclut l'espèce de triangle d'équilibre absolu qu'il doit y avoir dans la vie, dans le monde. J'en parlerai plus tard, il y a d'autres couleurs, mais ça c'est les trois principaux. Il y a d'autres choses, voilà. Et en fait cette histoire, c'est l'histoire d'Animal Man, le papa de Maxine, qui est l'avatar de The Red, mais en fait il va très vite apprendre que c'est Maxine, le vrai avatar de The Red. Lui n'a été qu'un guide, qu'un mentor, qu'un papa vraiment qui doit la protéger, qui doit mener Maxine à devenir Animal Man. C'est très bien écrit puisque c'est Lemire Chouchou. C'est superbement dessiné. En fait, ça tend très très rapidement. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il y a des cases absolument folles qui tendent vers l'horreur en fait. Enfin, c'est vraiment nightmare fuel de ouf. Ça fait vraiment peur en fait. Enfin, il y a des dessins qui sont incroyables. C'est organique en fait. C'est très organique. Il y a énormément de chair, il y a énormément de sang. Les monstres sont vraiment flippants de ouf. Dérangeants. Et en fait, moi ce que j'ai adoré là-dedans, c'est sortir allègrement en fait du cadre du super-héros DC. C'est pas de la cape, etc. Même si Animal Man est présenté au départ comme un super-héros, très très vite on désamorce le truc. Les totems du Red, enfin qui gèrent ce règne de la vie et de la chair et du sang, expliquent que en fait Animal Man on l'a, cet avatar qui existe de façon ancestrale, je veux dire, là a été mis dans la peau de Buddy comme un super-héros parce que ça marche et que c'est une espèce de mythologie de son époque et que il fait le malin en allant sauver des vies, etc. Je crois qu'il était cascadeur avant, non ? Était cascadeur avant, et en fait comme quoi voilà, tout ça c'est une vaste mise en scène pour lui faire accepter ses pouvoirs, et que super-héros ça marchait bien, mais que dans le fond c'est pas stricto sensu un super-héros quoi. Oui, surtout qu'en fait le combat qu'ils vont mener, des fois ça va amener d'autres super-héros, mais au final c'est un combat qui est vachement dans l'ombre où les gens se doutent pas forcément ce qui se passe. Exactement. Donc c'est un peu des anti-héros. C'est pas des héros de premier plan qui font partie de la Justice League, etc. D'ailleurs les enfants d'Animal Man lui disent souvent, mais pourquoi tu vas pas plutôt avec la Justice League, au moins on pourrait payer nos études, etc. Ça part très très vite. On rentre très très vite dedans, même si en fait le personnage est vraiment pas connu. Enfin, clairement, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent pas à fond Animal Man. Et en fait, voilà. Enfin, c'est clairement pour moi ça a été un étalon. J'ai presque commencé DC et les comics avec ça en fait. Ça a été un étalon sur la mise en place, l'audace graphique, la place de la narration, la place du super héros. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Et j'ai lu ça en ping-pong avec Swamp Thing parce que les deux histoires sont intriquées, et en fait ça va mener vers une guerre qui impliquera un peu tous les héros de DC, mais surtout Animal Man et Swamp Thing. Du coup, enfin Ben, je sais pas si tu... Je crois que Grégo voulait dire un mot. Grégo, est-ce que tu veux dire un mot sur Animal Man avant que je parle de Swamp Thing? Ouais.
Oui, complètement. Ouais. Alors, Non, mais en que... il fait la même gueule depuis tout à l'heure en voyant les dessins. Je crois qu'il est comme moi. Ça en lui plaît tant vachement. que nouveau dans l'univers d'ici, donc j'ai attaqué Animal Man pour préparer l'émission parce que je savais que Adrien allait en parler et que c'était Jeff Lemire en scénario. Et qu'en général, je dis bien en général, j'aime bien ce qu'il fait. Pour parler rapidement des dessins, j'ai failli tout de suite arrêter à la première double page. J'ai vraiment pas accroché. Non, c'est mais pas très beau. Par contre, comme disait Adrien, il faut dire que très très vite, comme Batman tout à l'heure, en fait, on est très vite mis dans le bain. Limite, ça pourrait très bien être un nouveau super-héros. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Apparemment, ce serait peut-être même pas l'Animal Man original. Si, c'est lui. Enfin, du coup, c'est lui, mais avec une nouvelle origin story. Enfin, où en gros, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment, je me suis fait exactement la même remarque que dans Batman, parce que son origin story est un peu dégagée. Il lui dit ouais, mais ça en fait, c'était du bidon ton origin story. En fait, c'est ça quoi. Et est-ce que c'est un gimmick surtout New 52, je sais pas. Pas tout, non. En fait, je pense que c'est aussi. Enfin, tu vois, par exemple, tout à l'heure, on parlera d'Aquaman. Aquaman, c'est un peu aussi ce qu'ils ont fait, c'est ils se moquent des origines. Enfin, en fait, vu que c'est des persos qui étaient pas vraiment dans la lumière et limite on se moquait un peu d'eux, bah ce reboot de New 52, c'est un peu pour dire ok les gars, en fait étaient ridicules il y a quelques années, maintenant viens on fait ça. Et je pense que c'est un peu aussi Animal Man, il était un peu désuet et là ils lui ont redonné une nouvelle jeunesse un peu en se moquant de ses anciennes origines. Clairement, c'est pas du tout le personnage que je serais allé lire, non. mais du coup complètement dedans. Enfin, comme disait Adrien, l'aspect super-héros est très très vite désamorcé pour partir dans quelque chose de très glauque, assez très sombre. cauchemardesque, ouais, très sombre comme tu disais, angoissant. Et je pensais lire 3 issues histoire de me faire une opinion, mais j'ai pas réussi à décoller. Je suis allé jusqu'à la 5 et j'ai arrêté parce qu'il fallait que je lise un peu autre chose, mais je pense me faire toute la série rapidement. C'est complètement convaincu quoi. Mais d'ailleurs Gaylord, tout à l'heure tu parlais d'une fusion de Vertigo et d'éditeurs. Notamment Swamp Thing, ou c'est toi c'est toi qui parlais de ça quand tu disais que oui, voilà. Oui. Mais du coup Animal Man aussi c'était chez Vertigo, non? Parce que c'est vachement adulte, vachement gore. Non, ça il me semble que c'était DC par contre. Ah, c'est DC? Il ok, me d'accord. semble, ouais. Parce que ça me semble vraiment. Je sais que c'était Grant Morrison qui scénarisait. On en avait parlé. Mais voilà, c'est. Ok. Moi, je peux dire un petit mot sur Swamp Thing parce qu'effectivement, c'est lié. Adrien, je sais pas si t'avais terminé de parler d'Animal Man. Je pense que oui. Il me fait oui de la tête. En fait, voilà, moi j'ai choisi Swamp Thing. Si je dois retenir, j'aime beaucoup Flash, mais si je dois retenir la lecture qui m'a le plus plu de New 52, même si j'en ai pas lu énormément, c'est Swamp Thing parce que, je connaissais déjà, j'avais lu ce qu'avait fait Alan Moore là-dessus, etc. Et donc quand ils ont repris le perso, je me suis dit bon bah allons-y, enfin même via Gaylord parce qu'on est fans tous les deux d'Yannick Paquette qui est au dessin, j'en parlerai tout à l'heure. Donc j'ai vraiment pris ce reboot comme une bonne chose, enfin j'étais content, et donc on est à la suite. En fait, là où c'est différent d'autres séries où on a commencé par parler de Flashpoint en disant voilà, Flashpoint ça arrive et ensuite les conséquences sont New 52. J'ai l'impression, alors je connais pas tout, donc si je me trompe, les petits auditeurs n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux ou sur la page de Radio Kawa. J'ai l'impression que Flashpoint n'a pas vraiment impacté Swamp Thing et que en fait là, enfin la façon dont on le retrouve là dans cette V4, c'est l'exacte suite, enfin c'est la suite directe de ce qui se passait avant Flashpoint, c'est-à-dire dans Brightest Day, Blackest Night, tout ça. Bon, on va pas en reparler, mais d'autres événements. Donc j'ai l'impression qu'il a pas trop été impacté. Cela dit, on retrouve donc Alec Holland qui est le Swamp Thing que nous on connaît depuis longtemps, qui est un botaniste qui a créé une formule. Il est tombé dans un marais et il s'est transformé en Swamp Thing, ça c'est l'origine la plus connue. Donc on le retrouve, sauf que là il est humain et c'est un humain normal sans aucun pouvoir, sauf que il a la mémoire, enfin il se souvient avoir été une créature végétale. Donc Swamp Thing, hein, c'est pas dit comme ça, mais en gros c'est ça. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que donc lui il essaye de vivre une vie un peu paisible. Il a arrêté d'être botaniste parce que justement il se dit que si sa formule il commence à rejouer avec, il va se retransformer en Swamp Thing et il en a pas du tout envie parce qu'il arrête pas de faire des cauchemars, de trucs horribles, donc il a vraiment pas envie de ça. Il rêve aussi d'une nana dont il a l'impression d'être amoureux dans ses rêves mais qu'il connaît absolument pas, donc il se demande qui c'est, il comprend pas. Un jour il fait un rêve, il pète un câble, il dit ok j'en peux plus de ce truc là, je vais détruire ma formule parce que comme ça au moins je serai sûr que je vais rester dans une petite vie paisible et tout. Et au moment où il décide de jeter sa formule dans les
marécage. Une créature l'en empêche, une créature qui a la forme de Swamp Thing. Alors on se dit ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait cette créature va tout lui expliquer, et en fait elle lui explique que elle est un Swamp Thing elle aussi, mais d'une autre époque, comme l'a dit Adrien tout à l'heure. En fait chaque entité a des avatars à toutes les époques en fait. Donc lui est un avatar de, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, je sais plus trop, c'était un aviateur, etc. Et donc il lui explique que il ne doit pas renoncer à être Swamp Thing parce que The Green, donc l'entité végétale, enfin l'aura végétale, a besoin de lui pour combattre The Rot notamment, donc la truc dont Adrien a parlé. Il va hésiter longtemps, mais au final il va se rendre compte que il a pas trop le choix parce que c'est un peu sa destinée et que les gens sont dans la merde, donc il faut qu'il le fasse. Donc au final il le fait. Il rencontre Animal Man qui était à sa recherche. Et ils décident tous les deux de péter The Rot. Aller dans le voilà. The Rot qui en fait est symbolisé à la base par Anton Arcane, qui est en fait un espèce de zombie décharné qui est un peu la némésis légendaire de Swamp Thing. En fait, c'est un peu son Joker à lui. Et en fait on va se rendre compte un peu d'ailleurs à la manière d'Animal Man qui en fait a sa fille qui est le vrai avatar, celle qui va devenir l'avatar de The Rot, donc la pourriture The Black, c'est la nièce d'Anton Arcane, Abigail Arcane, qui se trouve être la fille dont Alec Holland rêvait et qui est donc l'amour de sa vie. Je vais pas continuer plus, juste dire que va s'ajouter à toutes ces familles. Donc il y a The Green, c'est le végétal, The Red, c'est l'animal, The Rot, c'est la pourriture. Il va y avoir The Grey, c'est fungus, donc c'est tout ce qui est champignons, tout ce qui est qu'on pourrait prendre pour de la pourriture, mais en fait c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui fleurit partout en fait, le truc qui peut envahir le monde entier. Il va y avoir aussi les machines, donc ça on en parlera tout à l'heure quand on parlera de Future Ends, mais c'est les machines, en fait c'est les machines qui vont devenir conscientes et qui vont devenir une entité à elles seules. Et il va y avoir aussi, je crois que j'en ai oublié une, je ne sais plus, il y a Bacteria, donc en fait tout ce qui est les microbes et tout ça, c'est pareil. Je connais pas l'avatar des bactéries, j'ai pas été aussi loin, mais bon voilà. Et chacun évidemment va avoir un avatar, et en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement ça fait un petit peu Power Ranger, ça fait un peu ça fait surtout cours de biologie, mais... ça fait un peu cours de biologie. Non mais en fait ce qui est intéressant, et je vais pas redire ce qu'a dit Adrien parce qu'il l'a très bien dit, ça c'est vraiment C'est quand même... non mais je vais dire ce que moi j'en pense. Ça change vraiment, et ça te tu entres par un perso, donc que ce soit Animal Man ou Swamp Thing, et tu te rends compte qu'en fait ça appartient à un univers beaucoup plus grand. En fait c'est Alan Moore qui avait un peu chuchoté cette idée de que en fait Swamp Thing c'était pas juste un mec qui était tombé dans un marais mais qui dépendait d'une entité supérieure. Et là je trouve qu'ils ont vraiment développé le truc. Je sais pas d'où c'est venu chez Animal Man, je sais pas si c'est un truc collégial ou pas. Grégo? Donc ça c'est une mythologie qui est nouvelle à New 52 en fait, parce que pour le coup c'est vraiment... Alors The Green, c'est intéressant, The Green comme je le disais c'était dans tout ce qu'a fait Alan Moore, donc si t'aimes bien Swamp Thing je te conseille de le lire. J'en avais parlé dans mon petit focus il y a des années sur Swamp Thing, donc il avait évoqué cette idée d'une entité supérieure. Par contre effectivement je sais pas d'où vient The Red, je sais que c'est Animal Man, je sais pas trop, mais par contre effectivement je pense que c'est dans Swamp Thing New 52 que a été créé The Grey, The Bacteria, enfin toutes les sous-familles. Parce que pour résumer, Swamp Thing est arrivé dans l'univers d'ici au moment de New 52 où je suis avant c'était Vertigo, mais en fait c'est une maison de DC, donc non, il a toujours été dans l'univers de DC. D'accord. Voilà. C'est juste que là, cette espèce de nouvelle mythologie a été approfondie. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout cette espèce de les origin story rebootées. C'est là où ils se sont dit, ok, on va développer cette idée, créer des factions et tout ça, et même mettre des héros ensemble. Cette idée est très très cool. Ouais, c'est cool, hein. Et donc en fait, pour conclure rapidement sur Swamp Thing, Animal Man, ça mène à une espèce de bataille complètement épique dans le futur, enfin dans un espèce de futur probable, ouais, où The Rot a gagné, et donc Swamp Thing et Animal Man et d'autres essayent de se battre contre The Rot. Dans l'armée de The Rot, il y a des héros très très connus, dont la Justice League. Batman a réussi à en réchapper, etc. Donc on se retrouve avec une baston contre par exemple Wonder Woman, qui est à moitié une espèce de ghoul flesh eater, complètement dont la mâchoire fait la moitié du corps. Exactement. Enfin, il y a des cases et des trucs qui sont vraiment ultra graphiques. On retrouve en fait tous les héros. Alors mon seul petit reproche, c'est que si on lit pas les deux,
si on lit par exemple juste Animal Man, il y a un moment où le récit devient un peu décousu et peut-être un peu gruyère, quoi, tu vois. Tu sens qu'il te manque des trucs, et je pense que c'est, de souvenir, c'est un peu pareil dans Swamp Thing. Si tu lis pas les deux de façon très intriquée, tu sens qu'à un moment c'est le bordel, quoi. De toute façon, des fois c'est tellement intriqué qu'ils disent carrément la suite dans Animal Man, machin. Et si tu switches pas de comics, alors c'était aussi vraiment la force, et pour moi genre un des problèmes presque dès le numéro 12 de New 52, c'est que certains comics commençaient à s'intriquer de façon assez vénère pour des raisons commerciales, genre ouais non mais tiens, on va voir ce qui se passe par là, et tout de suite en fait tu sentais qu'on repartait dans les travers de DC, avec non, en fait il faut que je lise vraiment beaucoup de choses pour comprendre. Mais là juste pour terminer sur mon petit truc sur Swamp Thing, je voulais donc préciser deux choses. C'est qu'ils ont gardé, et heureusement d'ailleurs, ça aurait été bizarre, cette espèce de romance entre Abby Arkane et Ali Colland, en fait, qui donc sont des ennemis jurés mais sont des âmes sœurs, en fait, qui rend la chose poétique, c'est-à-dire que c'est dégueulasse, enfin tu vois, graphiquement c'est dégueulasse, il y a toujours une espèce d'ambiance un peu, même quand c'est pas forcément Animal Man avec des entrailles partout, hein, même dans Swamp Thing, il y a toujours des trucs un peu bad, et en fait t'as toujours cette espèce d'amour maudit, quand ils se rencontrent, ils s'aiment, mais en même temps, ah oui, tu sais qu'on peut pas être ensemble parce que voilà, on est tous les deux l'avatar qui sont ennemis, etc. Donc ça, je trouve ça assez poétique et assez joli, et c'est évidemment servi donc par, je l'ai dit, donc les dessins de Yannick Paquette, qui en fait, déjà j'aime son trait de base, mais je trouve qu'il arrive à faire quelque chose avec la végétation. C'est con comme phrase là, dit sorti de son contexte, mais vu que bon, c'est Swamp Thing et que dans toutes les pages t'as de la végétation quasiment, il arrive à faire des trucs assez jolis, notamment je pense à une planche, et celle-là je la mettrai moi-même sur la page parce qu'elle est super belle, où en fait en une page, enfin même pas en une case, tu comprends qu'en fait c'est un amour impossible, où t'as juste Abby qui est couché un peu, tu sais, en position fétale, et t'as Alec qui est posé en PLS, voilà, et t'as Alec qui est posé à l'exacte symétrie en fait, et la page elle est partagée en deux. D'un côté t'as de la végétation luxuriante, et de l'autre côté t'as la pourriture, et tu te dis en fait ils sont côte à côte, mais tu sais ça fait un peu genre en fait soit moi je fais fleurir tout ce que je touche, soit moi je fais pourrir tout ce que je touche, du coup on peut pas être ensemble. Enfin tu vois, c'est assez je trouve ça assez poétique, et juste visuellement c'est hyper bien traduit par Yannick Paquette, donc je trouve que c'est le mec qu'il fallait choisir pour ça. On va avancer un petit peu dans la timeline parce que voilà. En fait, donc je vous parlais de vagues. Là, on a parlé de séries qui ont commencé au numéro 1 de la publication donc en 2011, et en fait plusieurs mois plus tard, la deuxième vague a commencé. En l'occurrence avec un event chez la Bat Family qui s'appelle Night of the Owls, et c'est encore un peu plus tard que dans la Bat Family, dans la troisième vague, on parle d'un événement qui est un écho à quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui s'appelle Death of the Family. Qui implique que beaucoup de personnages, Batman, Batwoman, comment ça s'appelle ? Pourquoi écho du passé, je sais pas. Death in the Family. C'est Death of the Family. Oui, c'est pas un petit rappel. C'est pas un écho en fait à la mort de Jason Todd. D'accord, ok. L'idée c'est que c'est un hasard total que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si c'est un petit clin d'œil quoi, mais ouais, c'est un petit clin d'œil, mais c'est pas l'idée de faire un écho à Jason Todd, c'est juste de dire aujourd'hui le Joker va venir détruire la Bat Family en fait, dans le sens disloquer tous ses membres pour dire plus personne ne va s'aimer, il va se faire confiance à l'intérieur, et donc c'est, comme je l'ai dit, c'est le retour du Joker qui était parti. Personne ne sait. Il était juste parti depuis le DC Comics numéro 1 où le Dollmaker lui arrache joyeusement le visage, et voilà. Donc c'est la dernière apparition qu'on a depuis le New 52 du Joker. C'est la première apparition qu'on a, et la dernière avant Death of the Family. Donc le Joker revient. C'est sûrement l'une des entrée en matière du Joker qui est la plus folle et la plus badass que j'ai pu lire jusqu'à présent. Rappelle-moi comment ça se passe, je sais plus du tout. Tu te rappelles pas? Il revient, en fait, tu le vois avec son costume de Joe Garage, machin, Joe Garagiste, et où tu le vois en fait complètement fou, avec un espèce de En fait, oui, il a récupéré son masque. Voilà, il a récupéré son visage. T'as tout un event qui est là avec la Suicide Squad, avec Harley Quinn qui a intégré la Suicide Squad, et qui essaye de trouver où est le Joker, de le retrouver en tout cas, parce qu'elle pense que c'est Deadshot qui l'a tué. Enfin, t'as toute une histoire là-dessus qui est moyennement intéressante. Et donc du coup, le Joker revient, il a plus de gang. Il est tout seul et il fait tout à la mano en fait, et c'est ça qui renoue en fait avec le Joker un peu dans le sens flippant du terme. C'est que le mec, t'as l'impression qu'il est
que ça le monstre un peu à la Jason dans n'importe quel film d'horreur. C'est le gars il est toujours partout et il peut tout faire et t'as toujours peur de lui parce qu'il est toujours dans le noir. Genre t'as une des scènes d'intro où il est dans le commissariat et il se représente à Jim Gordon et il tue un policier toutes les 2 cases. T'entends le craquement de la nuque du gars. C'est complètement fou. Et donc il a tout un plan pour Batman, non pas pour le tuer encore une fois, mais pour lui montrer qu'il est là pour lui, qu'ils sont là l'un pour l'autre et que quoi qu'il arrive, Batman n'appartient qu'au Joker et qu'il n'y a rien d'autre qui est fait pour ça en fait. Donc il détruit un peu la confiance. Ouais, tu sens qu'il y a ce côté un peu vengeance. Voilà, tu t'es pris la tête avec les hiboux pendant tellement de temps, ils ont failli t'avoir et il faut que tout le monde comprenne que tu les as moi. Voilà ça. Et même ta famille ne t'appartient pas en fait. Tout le monde va perdre confiance en toi, tu seras tout seul et c'est à moi que tu appartiens. Ce qui se passe parce que le Joker, c'est un event qui va se répercuter sur toute la Bat Family comme tu l'as dit Eric. Donc tu vas avoir Batgirl qui va avoir son event avec lui qui est à mon sens un peu à chier, parce que pas intéressant du tout et surtout ça va mettre plein d'incohérences, mais bon ça on le connaît dans tous les tie-ins. Et donc du coup ils vont tous se faire capturer un par un, donc Jason Todd, Dick Grayson, Damian Wayne, ainsi de suite, jusqu'à même Alfred qui va être capturé par le Joker et tout ça va monter en apothéose jusqu'au dernier chapitre de Death of the Family qui retombe comme un soufflet. Parce qu'il ne se passe finalement rien du tout. Bah finalement c'est une bonne histoire du Joker et une mauvaise fin. C'est juste une bonne histoire quoi. Alors qu'à chaque fois que le Joker est dans une histoire, tu t'attends à un final. Là le final est de fou. Il y a des choses qui sont intéressantes. Le final de Endgame par exemple, tu t'attends à ça à chaque fois. Que oui voilà, tu t'attends t'attends vraiment à un truc gros et en fait t'apprends quoi? Juste que le Joker a peut-être été dans la Batcave une fois. Vite fait, on n'est même pas sûr de ça et en fait c'est un event qui perd tout son sens, non seulement parce qu'à la fin tombe un peu à plat, on s'attendait à quelque chose de gros, il se passe rien, mais au même moment dans une série parallèle de Batman qui est Batman Incorporated, donc écrit par Grant Morrison, t'as en même temps Damian Wayne qui meurt, qui est tué par son frère, un peu compliqué à dire comme ça, au même moment, et du coup t'as toute l'intensité qu'on avait avec le Joker sur Death of the Family retombe d'un seul coup parce que quand on lit la série parallèle on se rend compte que ça n'a plus aucune espèce d'importance quand Damian Wayne se prend un coup d'épée dans le bide et crève juste à ce moment là en fait. Et du coup c'est dommage parce que éditorialement c'est merdique parce que l'histoire derrière ça c'est juste Grant Morrison qui se prend la tête avec DC et qui dit ok vous me faites chier, bah écoutez moi Damian Wayne c'est moi qui l'ai créé, bah, je vais le tuer, voilà bim je fais un event pour le tuer, je vous emmerde et je me casse. Et du coup ça tue un peu tous les events à côté. Moi je me souviens très bien avoir lu la fin de Death of the Family en disant ok c'est cool, lire juste après, apprendre juste après que Damian Wayne est mort, je dis ok ça c'est un truc de ouf, et Death of the Family est passé complètement à la trappe d'un seul coup, ce qui est vraiment un petit peu dommage. Ouais, il y a eu un petit problème de timing, je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est quand même, ça reste quand même un event Death of the Family qui s'est très bien vendu, qui a fait un carton plein chez DC, qui est fantastique à lire sous plein de séries. Batman and Robin est complètement génial. L'arc de base de Batman est complètement fou aussi. C'est un truc qui a son pendant sur Suicide Squad, qui a son pendant sur plein de tout ce qui touche à l'univers de Batman. C'est un truc à lire et ça a été, je pense, l'un des meilleurs arcs, même si il retombe un peu à plat à la fin. C'est un des meilleurs arcs de l'année sur New 52 à mon sens quoi. Ah quand même. Du coup, de l'autre côté du spectre, donc on parlait de la popularité de certains personnages de la Justice League, on a Aquaman, qui a eu son propre event dans la troisième vague, qui s'appelle The Throne of Atlantis, donc le trône de l'Atlantis, et Ben va nous en parler un petit peu. Pardon, déjà si on pouvait arrêter de se moquer d'Aquaman, parce que ça fait 70 ans qu'on se moque d'Aquaman. Non mais justement en fait, juste une phrase pour parler de ce truc là avant de parler de l'event en question, c'est juste de dire que je pense que c'est Aquaman qui a le plus profité de ce reboot, parce que je pense que c'est le perso DC le plus moqué. Je les connais pas tous, mais en tout cas il est vraiment moqué dans plein de trucs, dans différents médias, etc. Voilà, il parle aux poissons, hors de l'eau il a aucun pouvoir et tout, donc déjà c'est faux. Et en plus ce qui est cool c'est que New 52 a décidé donc de le rendre de lui rendre un peu sa superbe méritée, et de se moquer en même temps de ses anciennes origines. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit qu'il est vraiment balèze. Il fait pas que parler aux poissons, il est hyper balèze même hors de l'eau, il a la force de Superman, il est balèze, et
quand il va, bon c'est un peu ridicule, mais des fois il va bouffer dans le diner qui est au bord de l'eau, et il y a toujours des gens qui viennent et qui disent mais tu manges du poisson, mais c'est un peu cannibale, tu leur parles. Il fait non, je parle pas au poisson. Donc c'est un peu un running gag. Donc c'est assez cool parce que je trouve que c'est se moquer gentiment, et en même temps, vu que les mecs sont en train, enfin les mecs ou les nanas d'ailleurs, les scénaristes sont en train de le rehausser et de vraiment lui rendre ses lettres de noblesse, je trouve que c'est gentil de se moquer en même temps. Je trouve que c'est assez habile. Et donc Throne of Atlantis, pour la faire courte, c'est Orm, donc le frère de Arthur Curry, enfin le demi-frère d'Arthur Curry, qui, en l'absence d'Aquaman, est le roi d'Atlantis. En fait, Aquaman lui a dit voilà, je te laisse le trône parce que moi ça m'intéresse pas. Je suis un super-héros, tu vois, mon gars. Mais par contre, juste tu touches pas à la surface. C'est mes chasses gardées, c'est mon territoire. Voilà. Arrive un accident militaire où une torpille est tirée en fait en direction des fonds marins. Orm évidemment voit ça comme une attaque de la surface, et donc évidemment, vu qu'il déteste les humains, et même s'il a promis à son frère de ne jamais attaquer la surface, il prend une armée de sympathisants qui n'aiment pas Arthur Curry, enfin Aquaman, parce que justement du fait qu'il est demi-humain, plein de gens pensent qu'il n'est pas l'héritier légitime du trône. Donc il n'a pas vraiment à chercher grand monde, enfin il n'a pas vraiment à chercher beaucoup pour trouver beaucoup de gens qui sont prêts à attaquer pour lui. Donc il décide d'attaquer la surface, et là va se dérouler. Donc c'est une baston, c'est un arc qui dure 6 issues, de 14 à 16 sur Aquaman, et de 15 à 17 Justice League. En fait ça déborde un peu sur Justice League. Une espèce d'énorme baston où donc voilà l'armée de Orm arrive sur la côte est dans des tsunamis gigantesques avec des créations. Ouais non si. Pour défoncer en fait la surface et dire voilà, les humains vous nous avez attaqué, donc on riposte. Et donc plein de super héros, Firestorm, pas mal de gens de la Justice League. Booster Gold est dedans ? Non. Ah, okay. Sinon, on appelle Max Boublil. Et donc voilà, donc en fait, il y a une grosse baston. C'est assez spectaculaire, mais ce qui moi m'a vraiment intéressé dans ce petit arc, c'est que c'est là que tu vois qu'en fait Aquaman il est vraiment tiraillé entre en fait il fait partie des deux mondes. Il fait partie autant de la surface par son père qui était gardien de phare, que par sa mère qui était la reine d'Atlantis en fait. Du coup il est vraiment partagé entre les deux, et il sait pas trop quoi faire, même si évidemment il va se ranger du côté de ceux qui se font attaquer. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment intéressant. Et ça, et au même titre que les scénaristes, surtout par le dessin, rendent Aquaman vraiment beaucoup plus badass et beaucoup plus fort et beaucoup plus héroïque, ce scénario va montrer aussi qu'il est beaucoup plus complexe psychiquement, et que c'est pas juste un mec qui parle au poisson. Donc voilà, moi je le conseille, je trouve ça assez cool. Le twist de fin n'est pas hyper intéressant, mais c'est pas très grave parce que vraiment le prétexte pour cette baston, c'est vraiment le prétexte pour montrer qu'Aquaman est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Donc voilà, après il y a d'autres arcs dans Aquaman, c'est assez intéressant. Moi je l'ai vraiment lu avec plaisir. Donc voilà, go Aquaman. On va encore avancer dans le temps. Donc là c'était la troisième vague. Dans la quatrième vague en fait, rien de spectaculaire en termes d'events. Un fait notable en revanche, Hellblazer, que vous connaissez certainement, c'est donc la longue série de DC qui fait apparaître Constantine, s'arrête pour lancer une nouvelle série qui s'appelle Constantine numéro 1. Donc voilà. Qui n'a absolument rien à voir, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, encore une entourloupe commerciale, mais qui a fonctionné le temps que ça a fonctionné, parce que je crois que ça s'est arrêté assez rapidement. Et dans la cinquième vague qui a commencé en mi-2013, un autre mini-event qui s'appelle Trinity War. Gaylor l'a entrelu, on va dire. Ouais, enfin, grosso modo, je sais ce qui se passe à peu près dans l'event. C'est le premier vrai event en fait depuis New 52. Donc forcément un event que tout le monde attendait, parce que bon, comparé à Marvel par exemple qui sort des events toutes les semaines, tous les 3-4 mois, DC a voulu prendre son temps. En fait ils font genre Marvel Winter, oh il fait froid, qu'est-ce qui se passe, crossover, tout le monde a froid. Et là du coup c'était l'occasion de réunir les 3 Justice League qui étaient en activité, à savoir la Justice League scénarisée de Jeff Jones, Justice League of America, je crois, qui était aussi scénarisé par Jeff Jones et qui faisait suite à je sais plus quel autre gros run de Justice League, et dans laquelle c'était une Justice League en fait pour un peu contrebalancer le côté un peu pouvoir divin de la Justice League de base, où il y avait toutes
toutes les personnes de type les gros tanks. Voilà, les gros badass, voilà. Même si de l'autre côté, bon bah finalement l'équipe c'était quoi? C'était Catwoman, c'était le dernier Green Lantern, Green Arrow. Enfin voilà, c'était pas des super-héros très intéressants non plus, mais voilà, il y avait l'idée de bon, ça fonctionne parfois quand il y a un bon scénariste à bord, c'est prendre plein de persos qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas forcément des affinités entre eux, et puis bon bah essayer de leur donner un but et une direction tous ensemble. Donc il y avait cette deuxième équipe, et la troisième équipe c'était Justice League Dark, qui est en fait le pendant magique de New 52, scénarisé en partie par Jeff Lemire, hein, on y revient toujours, qui a repris le titre vers le numéro 15 ou 16, et l'idée c'était de proposer une grosse baston voilà, autour du personnage de Pandora, qui était ce personnage qu'on nous tease depuis quelques mois. Tu m'en parlais juste avant l'émission, Pandora, qui est en gros censé être le personnage qui détient la vérité sur ce nouvel univers, voilà. Et qui est là entre un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, quoi, qui est en train de courir et tu peux jamais l'attraper, et tout le monde l'entreaperçoit. Voilà, avec une petite boîte sous le bras en train de dire toutes les réponses sont là, et puis il s'enfuit. Voilà, en gros c'est à peu près ça. C'est à peu près ça l'intérêt de ce personnage qui a à un moment disparu. Et là on s'attendait vraiment à une grosse baston. C'était en fait finalement, alors ça j'avais jamais vu ça, un crossover qui annonce un autre crossover, qui annonçait finalement Forever Evil, qui est la colonne vertébrale de la vague suivante. Voilà, qui est selon les termes de Geoff Jones, en termes de scénario, qui est vraiment la fin de la première phase. Si on devait comparer ça à des phases un peu comme le Marvel Cinematic Universe, c'est la fin de la première phase de New 52. C'est à ce moment-là que le titre phare Justice League subit un changement assez drastique au niveau de sa composition. Les gros ténors de l'équipe se cassent. Superman, Green Lantern repart dans l'espace. Green Lantern, à savoir, on n'en a pas parlé, mais juste un tout petit encart, c'est peut-être le titre le plus chiant de New 52. Waouh. Alors Ben n'est pas d'accord, mais juste il y a ce côté, comme on disait au début de l'émission, moi le reboot j'en ai rien à foutre, je continue mon histoire, et j'enchaîne les crossovers entre les autres titres de la Green Lantern Family, avec Green Lantern Corps, avec New Guardians, avec Red Lanterns, et c'est toujours des titres. Tout à l'heure Adrien se plaignait un petit peu de la dualité entre Swamp Thing et Animal Man. Ne lis jamais un titre Green Lantern, c'est juste une horreur. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a un crossover, et puis un crossover à chaque fois, c'est toujours un crossover sur 8 numéros et 2 numéros par chapitre, par série, et des zigzags entre tout. En fait c'est juste qu'il faut prendre tous les titres Green Lantern pour un seul et même gros titre divisé par en 3 en fait. Voilà, il y a avoir beaucoup d'argent aussi, tu vois. Non mais oui, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que si t'aimes, c'est cohérent de lire les 3 en fait. C'est pas forcément qualitativement parlant, c'était pas forcément génial, tu vois. Puis t'enchaînes des gros événements à chaque fois. Tout l'intérêt d'un gros événement, c'est justement qu'il y ait des respirations entre ces deux trucs, tu vois. Et là, c'était vraiment, dès que ça finissait, tu pouvais être sûr que le mois d'après, il y avait même pas un chapitre de repos, hein, c'était on part sur un autre truc direct. Et Green Lantern, ça a été ça pendant. On t'en donne pour ton argent, mon gars. Ah bah c'est ça. Et on parlait de quoi à la base? Forever Evil, de Green Lantern qui se barrait et qui allait faire ses aventures en solo dans son coin, enfin avec toute sa Green Lantern Family. Et à la place, il y avait Lex Luthor qui prenait la tête de la Justice League. Il y avait Captain Cold aussi qui l'a rejoigné à un moment. Shazam qui prenait un peu plus d'importance. Et enfin voilà, ça a participé un peu à finalement 1 an et demi, 2 ans après, aux prémices de ce qui était vraiment New 52, comme on nous l'avait promis éditorialement parlant, à savoir des histoires accessibles certes, mais aussi qui apportent une vraie plus-value. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on en parlera après avec les phases suivantes, qui commençaient à vraiment avoir des titres intéressants, et que par exemple Superman commençait à avoir des histoires intéressantes à partir du moment où le scénariste qui s'occupait de Superman, Action Comics, Superboy et Supergirl, qui était un seul même mec, qui faisait que de la merde depuis le début, qui s'appelle Scott Lobdell, qui était dans les années 90, qui était très très doué pour t'as peut-être plus des X-Men de Scott Lobdell, qui était vraiment très très bon, et là sur Superman il s'est complètement chié, et il est resté très longtemps en plus. C'était vraiment les fans de Superman pendant les 2 premières années de New 52 étaient complètement dégoûtés, quoi. Ce personnage était vraiment il y avait peut-être même l'Action Comics de Grant Morrison qui avait tenu 18 chapitres avant de se barrer et de refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Même ça, c'était pas fou, quoi.
alors que c'est Grant Morrison quand même, le mec qui avait juste avant pondu All Star Superman dont on a parlé déjà dans l'émission. Ben me regarde. Je l'ai pas lu, alors bien sûr, je l'ai prêté il y a 4 ans et j'ai toujours pas lu celui-là. Bah, du coup, on va rester sur Grant Morrison, excusez-moi. On va parler très rapidement parce que Joe n'est pas là, de Multiversity qui était un des... alors... Comment dire, c'est vraiment à part, mais ça a secoué un peu le monde d'ici dans la 7e vague en 2014. Est-ce que quelqu'un peut non, c'est pas possible de résumer, ça n'existe pas, on peut pas résumer. Je l'ai pas lu moi. Est-ce que quelqu'un est dans la pièce à lui, sinon on passe à autre chose? Parce que ça me retourner le crâne. Joe, est-ce que non, Joe n'est pas là. Non, il est à WFM enfermé dans sa pièce. À ce moment-là, The Future's End. Ah voilà, justement j'allais dire ça, c'est Forever Reels aussi, c'est le moment où DC se remet à faire un exercice qu'il aime beaucoup, à savoir sortir des séries hebdomadaires. Ah. Ils avaient déjà fait le coup avec 52 en 2000, je sais plus combien, 6, ouais. Et là, ils en ressortent 3. Alors il y a Batman Eternal. Il y a alors Batman Eternal qui est très rapidement qui est chapeauté par Scott Snyder et James Tynion Ford, qui sont en gros les deux mecs qui s'occupent vraiment de l'univers Batman, enfin plus Scott Snyder, et son acolyte vient généralement sur les histoires en backup qu'il y a toujours dans le même titre Batman, et ils sont là et ils posent un fil directeur. En gros ils posent le début et la fin. Le début c'est James Gordon qui est accusé de meurtre, voilà, il a fait une bavure, et tu as toute une année pour deviner qui a fait ça, et Batman enquête. Alors c'est aussi un moment assez bizarre éditorialement parlant, parce que c'est à ce moment-là que aussi Geoff Jones, Ghibli et Dan Didio avouent clairement qu'au bout d'un moment, bon, la continuité on s'en bat un peu les steaks, hein, parce que il se passe un an pendant lequel Batman enquête sur ce fameux truc, alors qu'à côté dans le titre Batman t'as Zero Year, t'as l'histoire avec Gordon, enfin la vraie histoire avec Gordon, quand Gordon reprend le flambeau, et à côté de ça t'as toujours cette histoire avec Batman qui enquête dans son coin comme si de rien n'était, sachant que il y avait aussi à ce moment-là Arkham Manor, Gotham Academy, qui sont des spin-offs de cette série et qui évolue dans d'autres directions, tandis que en fait Batman Eternal revient systématiquement court-circuiter ce qu'ils mettent en place, et c'est très très compliqué à lire si tu te mets à lire tous les titres Batman en fait. Mais c'est un peu c'est une foirade, ou est-ce que par exemple c'est pas des timelines différentes juste? Non, c'est juste c'est un peu comme on en parlait avec Zef avant le début de l'émission. C'est le problème du comics en fait, c'est que voilà, des héros ont des dons d'ubiquité sans le savoir. Exactement, tu prends Wolverine, tu prends Wolverine chez Marvel, c'est exactement ça, il se retrouve sur 12 séries en même temps, alors qu'il y a un gros event en même temps, enfin un gros event à un moment T, il se retrouve à trois endroits différents dans le même event. C'est juste ça, c'est que voilà, les scénaristes ont besoin de lui parce que c'est un personnage important qui est mis en avant. Bon bah c'est illogique dans l'idée, mais c'est plutôt intéressant sur certaines séries quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup dans Batman Eternal, donc il y a ce début que Scott Snyder met en place, cette fin assez téléphonée qu'on voit arriver avant 10 chapitres avant la fin, et pendant 50 putains de numéros, tu as une succession de méchants. Genre tu penses que c'est Mr. Freeze, et ben non, c'est pas Mr. Freeze, c'est peut-être le Joker. Non, pas le Joker ne fait pas partie du truc, mais c'est peut-être cite un autre ennemi de Batman. Voilà, l'épouvantail, exactement. Et ils passent tous les uns après les autres, t'as l'impression d'être dans le mode histoire de Street Fighter, tu vois, t'en bats un, et t'en as un qui arrive toujours derrière, jusqu'au boss ultime. Ça, donc ça me parle. Ça fait un peu penser à The Long Halloween, justement, où t'as l'espèce de mais qui était beaucoup mieux monté, parce que c'est quand même. Alors ça me fait mal de dire ça, mais Jeff Loeb a fait une meilleure histoire que. Ouais. J'aime pas du tout Jeff Loeb. Mais pour le coup, ouais, ça fait un peu l'idée, mais ouais, Batman Eternal, c'est pas foufou. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur Zero Year, de Batman, qui se passe pas au même moment en fait. Attention à pas. S'il passe pas au même moment, c'est vrai. Ça se passe 5 ans avant New 52, qui est en fait un. Mais il y a des événements qui viennent contredire ce qui se passe dans Batman Eternal avec. Ils ont d'ubiquité encore une fois. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas complètement fou. Pour rebondir encore une fois, donc du coup sur Jim Gordon qui reprend donc le costume de Batman justement après tous les événements après l'arc de Zero Year. Donc Bruce Wayne a perdu la mémoire, il se retrouve à chapeauter un orphelinat avec sa nouvelle meuf qui est ultra bonne, et donc le commissariat, Gotham CPD, donc la police de Gotham se rend compte qu'il faut un Batman, parce que
Gotham a besoin de ça parce qu'il faut un représentant qui est plus fort que la police, qui représente beaucoup plus. Donc ils vont mettre un espèce de méca en place, une armure dans laquelle Jim Gordon va monter et incarner Batman malgré lui. Alors un Jim Gordon qui, on sait plus s'il est vraiment vieux à ce moment-là, il a rajeuni, il a le crâne rasé, ou c'est un espèce de punk rouquin qui a vraiment une classe de ouf, je trouve. Ça apprend quelques issues à comprendre et à aimer, je vais dire, parce que les 2-3 premiers étaient un peu durs. Ça prend une place folle dans la suite avec un nouvel ennemi qui apparaît, qui s'appelle Bloom, qui est complètement fou dans sa façon d'être et surtout dans son dessin. C'est un ennemi très, enfin tu sens qu'il y a que Scott Snyder qui pouvait vraiment le faire. C'est vraiment un truc un peu horrifique, un peu. Ouais, qui donne, enfin qui est à la fois. Tu sais pas s'il est humain, tu sais pas ce qu'il est, et il est partout à la fois. Et oui, voilà, en fait, avec une espèce de drogue qui remet aux gens et tout. Enfin bref, ça prend une ampleur complètement folle, ça atteint une intensité vraiment dingue dans le comics. Avant, encore une fois, j'ai l'impression que Snyder a un problème avec les fins par moment. Ça retombe complètement à plat avec les derniers issues qui sont une espèce de melting pot de méca bizarre avec on dirait un bon épisode de Power Rangers. Enfin. C'est vrai, la fin c'est un peu ça, ouais. Mais moi j'ai l'impression, en fait, le truc c'est que tu as Scott Snyder, le scénariste, qui a des idées géniales, qui a une imagination débordante, qui arrive à placer ses pions de manière très très cohérente et vraiment très très agréable à lire. Et après t'as le pôle éditorial qui arrive derrière et qui fait écoute, nous on aimerait bien que Bruce Wayne revienne, en fait. Ouais. Ah oui, donc tu as 2 chapitres pour faire ça. D'ailleurs tu me fais penser en expliquant ça, je dis complètement une connerie, c'est pas après Zero Year, c'est après Endgame, l'arc de Endgame où t'as le Joker qui revient une énième fois. Ouais. Le problème avec Snyder, c'est qu'on pourrait faire des émissions de 5 heures sur chacun de ces arcs, tellement ils sont passionnants et vraiment chaque issue t'en as vraiment pour ton argent, quoi. Clairement, c'était une pure série. Entre ça et entre les back issues, les petites histoires, les backstories à la fin qui étaient aussi qui apportaient beaucoup à la compréhension même de l'arc. C'était vraiment très bien. Et attends, je finis parce qu'à la base on était sur. On a fait une grosse j'explique. On a fait une grosse parenthèse sur le Batman de Scott Snyder, mais à la base, je parlais des séries hebdomadaires. Je sais pas si tu te souviens. Il y a une demi-heure. Et on parlait, voilà. Donc il y a Future Ends qui s'est mis en place, et je regarde mes fiches. Il y a Earth 2 World's End aussi qui s'est mis en place. 3 séries hebdomadaires pour le prix de 3. Voilà. Aucun intérêt. Donc je te laisse la parole parce qu'en fait tu vas nous parler d'une série qui du coup n'a absolument rien à voir avec, qui s'appelle Dial H, qui est écrit par un auteur qui n'a pas grand chose à voir avec les comics, qui s'appelle China Melville. China Melville, ouais. J'avais hâte de vous parler de cette histoire, de ce comics. Et dépêche-toi. Alors on a un petit peu chamboulé la timeline parce que normalement c'est un comics qui est arrivé dans la 2e, 3e vague vers 2012. Tu révèles les secrets de production. Non. Et au dessin on a Mateusz, alors attendez, c'est un peu bizarre, Mateusz Santokulo, voilà. Putain, qui est le je crois que Ben a 14 blagues qui viennent de passer par sa tête, non? Si. Alors c'est le dessinateur du premier arc. Deuxième arc, on a David Lapham, qui est très connu des personnes qui lisent des comics Vertigo. Il a fait beaucoup de comment on appelle ça, de one shot, dont un qui s'appelle Goldfish, que je vous recommande, qui est très très bien. Et pour on va dire la douzaine de chapitres qui finit, Alberto Ponticelli, qui était aussi le dessinateur de Frankenstein, Agent of Shade, scénarisé par Jeff Lemire. Voilà. Non mais il est faut toujours qu'on. Oui, mais voilà, qu'est-ce que je te disais. L'histoire, c'est l'histoire de Nelson, qui est un loser, qui fume beaucoup trop, qui boit beaucoup trop, qui habite à Littleville, et qui un soir où il a vraiment un peu trop picolé est ramené par son meilleur pote chez lui dans son appartement, et ce pote cette fois en a marre, il lui fait la morale, il fait bon écoute, faut que t'arrêtes, faut que tu te reprennes en main, ça va pas du tout, moi je peux pas venir te chercher tous les soirs au bar et te ramener comme ça, j'ai une vie, j'ai des trucs à faire et tout. Et l'autre prend ça sur la rigolade, et puis il est un peu bourré, puis vas-y casse-toi, machin, enfin bon voilà, petite embrouille, et le mec part, et Nelson au bout de quelques minutes dit bon putain, j'ai vraiment pas été sympa, allez je redescends, il doit peut-être encore dans la rue en train d'attendre un taxi, je vais m'excuser et tout quoi. Et en fait son pote est en train de se faire tabasser. On comprend très vite qu'en fait il avait une mission, ce mec là, et le mec il se fait tabasser,
et que il aime tellement son pote qu'il a pris sur son temps. Enfin, on sait pas trop, c'est un truc de drogue, de mafia et tout, quoi que ce soit. Mais en gros, les mecs étaient là, l'attendaient, lui sont tombés dessus, et Nelson arrive au milieu de cette situation. Il fait putain, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Même si je suis un petit gros qui fume beaucoup trop et qui est complètement bourré à l'instant T, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et bon, il se fait démonter la gueule, et puis à un moment il se dit bon il y a une cabine téléphonique, je rentre dans la cabine téléphonique, j'appelle les secours, et voilà, quoi. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et au moment de composer un numéro, qui compose un peu machinalement parce qu'il est un petit peu bourré, il se transforme en un super-héros qui s'appelle Boy Chimney. Boy Chimney, c'est vous prenez un petit peu vous avez tous vu The Mask. Ouais. Vous prenez The Mask, vous le darkifiez un petit peu, vous lui mettez une cheminée sur la gueule, en travers de la gueule, un petit peu en guise de haute forme, et vous avez Chimney Boy qui se bat avec de la fumée, qui manipule la fumée, qui fait apparaître des loups en fumée qui viennent attaquer les mecs, et qui est très très fort, qui fout des droites au mec, en fait il arrive à sauver son pote. Et pendant que cette scène de combat se déroule, en fait Nelson est toujours là, en fait. C'est pas Nelson qui a pris pause, c'est un peu comme The Mask, en fait. C'est un switch de personnalité, et Nelson est là, il se dit putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, ma peau est dure comme du ciment, je suis un super héros chelou, qu'est-ce qui se passe, faut que je sauve mon pote et tout. Et l'autre, Chimney Boy, est juste préoccupé par le fait de péter la gueule, en fait, de tous les autres. Et à un moment, il le prend, il l'emmène à l'hôpital, et sur le chemin de l'hôpital, il se rend compte que ses pouvoirs sont en train de disparaître. Il redevient Nelson, et il atterrit sur un toit parce qu'il marche sur de la fumée, voilà. Et en fait, en gros, tout ça se passe très très vite, et Nelson se dit putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il se réveille le lendemain, il fait mais what the fuck, quoi. Je suis genre c'est la cuite de trop, quoi. La gueule de bois, ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Nelson? Il retourne dans cette cabine téléphonique, il essaye de comprendre ce qui se passe, et il compose un numéro, et machinalement il en compose un autre, enfin il compose un numéro qui le transforme en fait en un autre super-héros qui s'appelle Captain Lachrymose. Captain Lachrymose, son pouvoir c'est de faire chialer ses ennemis. C'est génial. Il arrive devant eux, et en fait à un moment il va voir le mec responsable du tabassage en règle de son pote, et il lui fait mais tu es Steven, non? À 7 ans ta mère voulait t'offrir un chapeau pour Noël, et toi en fait t'as eu un casque de cosmonaute, truc comme ça. Et puis le mec se met à chialer, quoi. Vraiment, il y a ce souvenir qui lui revient en tête, et puis il se met à complètement fondre et tout. Et on se rend compte très rapidement, en fait, que c'est dans cette cabine téléphonique, et plus précisément sur ce cadran, sur ce dial, d'où le nom Dial H, que en composant un certain nombre qui est le 4376, qui sont les initiales qui renvoient à héros, parce que c'est un cadran à l'ancienne, tu vois. Tu sais, tu mets ton doigt et tu fais tourner, ça, ouais. Voilà. Et en fait, ce cadran-là a un pouvoir magique, c'est celui d'invoquer n'importe quel super-héros. C'est un petit peu, là je regarde Adrien, un petit peu le pitch générateur ultime, tu vois. Tu penses à un super-héros, enfin tu penses à un super-héros, tu dis putain, mais je veux un super-héros ridicule, et bim, il sort. Et en fait, c'est la particularité de ce titre de Dial H, c'est que c'est un gros hommage aux super-héros des années 60-70, de la période du Silver Age, avec tous ces héros un petit peu haut en couleur. Tout à l'heure on parlait des super-héros dans la série Flash, qui sont tous plus ridicules les uns que les autres, et là ça y va, mais à fond, quoi. Là, si je te cite quelques super-héros, t'en as un, il s'appelle Control Alt Delete. Son pouvoir, en fait, c'est de rebooter l'action qui se passe devant lui, tu vois. Il y a un moment, ça défonce. Mais du coup, c'est que des héros inventés. C'est pas des vrais héros qui ont existé dans les comics. C'est pas des héros qui ont existé dans les comics, mais ils existent dans les réalités, en fait, parce que c'est un truc qui tu te prends rapidement au jeu, tu te rends compte que c'est juste tellement ambitieux, ça se passe dans plusieurs réalités à la fois, dans plusieurs dimensions. Et en fait, quand il prend l'apparence de ce héros, en fait, c'est comme si à un moment Superman, tu deviens Superman. Bon, il tombe jamais sur Superman, hein, c'est con, hein. Mais Superman, d'un coup, tu deviens Superman. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Voilà, on sait pas. Et en fait, il se passe 15 chapitres pour essayer de deviner
comment fonctionne vraiment ce pouvoir. Il y a d'autres cadrans. Il y a des cadrans. Alors le Dial H qui fait apparaître des héros. Il y a le Dial S qui fait apparaître des sidekicks. Les sidekicks qui sont, alors du coup forcément, quand tu invoques un héros avec, en fait le sidekick il est vraiment dans ce rôle de sidekick des 70, c'est-à-dire qu'il attend son ordre, tu vois. Il peut rien faire tant qu'il a pas un ordre, tant qu'on lui dit pas quoi faire. Et dès qu'il reçoit un ordre, toi dans sa tête, ah ouais, je me sens vraiment bien. Là, je sens que je fais un truc bien, tu vois. Bon, évidemment, il y a le Dial V, j'imagine, pour les vilains. Non, parce qu'en fait, non. Mais il y en a plein. Il y en a des trucs qui te permettent de voyager à travers les dimensions. Il y en a, enfin voilà, il y en a plein à découvrir comme ça. Et on sait qui crée ces trucs-là ou pas dans l'histoire? Alors, je vais pas raconter. Non, mais on le sait. Mais oui, voilà. Okay, cool. T'as une espèce d'entité qui. Alors, je vais pas raconter. Non, je vais pas raconter, mais c'est lié un peu à la création du téléphone aussi. En gros, c'est l'entité qui a soufflé dans l'oreille de Graham Bell ou de Thomas Edison, tu vois, comment créer un cadran, tu vois. Et puis ça, et franchement, c'est fin, c'est vraiment subtil. Alors, je sais qu'il y a pas eu 50 numéros, mais ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté. À quel numéro? Ça s'est arrêté. Ça a duré 15 chapitres, plus le chapitre 0 à un moment, parce que ça a chevauché le mois origine. Mais donc ça a été annulé ou c'était prévu sur 15? Je me suis pas renseigné sur ça, mais il me semble que c'est fait partie de ces séries qui n'ont pas spécialement bien fonctionné, mais qui se tiennent vraiment en 15, hein. Ça s'arrête pas de manière abrupte, ça va vraiment dans une direction. Franchement, je pense que 5 chapitres de plus ça aurait été bien aussi, tu vois, mais là il y a vraiment un tout, tous les issues vont dans une direction. Je peux te citer d'autres super-héros. Mon préféré c'est Open Window Man. Alors Open Window Man, alors pour te le décrire, tu vois, c'est un super-héros, on va dire à la Batman. Tu lui enlèves ces 2 petites pointes sur la tête qui font un peu chauve-souris, et autour de sa tête, tu lui mets une fenêtre ouverte en fait. Tu lui mets un cadran en bois, et son pouvoir c'est de se téléporter d'une fenêtre ouverte à une autre fenêtre ouverte. Mais c'est génial ça encore. Oui, bien sûr. C'est des pouvoirs complètement craqués. C'est des pouvoirs assez drôles, et les mecs ont des tenues mais complètement ridicules, complètement fantaisistes. Ça me rappelle le quiz que je vous avais fait avec les héros pourris où le mec son pouvoir c'était de se téléporter dans la pièce d'à côté. C'est un peu c'est un peu un hommage à cette période-là en fait. Et il y a un truc alors juste je finis sur Open Window Man. Il y a un moment où on te raconte son origin story, comment il est devenu Open Window Man, et c'est un peu à la Bruce Wayne, tu vois, qui était chez lui et qui était vraiment déprimé et qui regarde par la fenêtre et qui voit une chauve-souris passer. Et il se dit, ok, je vais incarner une chauve-souris. Enfin, il voulait être un super-héros, mais quel avatar, quoi. Et là, c'est la même chose pour Open Window Man, sauf qu'il regarde par la fenêtre et il voit la fenêtre, en fait. Et il se dit, je vais devenir une fenêtre ouverte, Open Window Man. C'est bon. On va un petit peu avancer parce qu'on est. Mais oui. Ça fait longtemps qu'on travaille. J'espère que je vous ai donné envie. Hein. Ça fait partie de ces titres. Complètement, là, je taxe ce soir. Moi. Complètement originaux. Il y en avait quelques-uns comme ça à la naissance de New 52. Il y en a quelques-uns qui ont continué, qui ont perduré. Mais qui pas du tout connectés à l'univers d'ici, quoi. Alors, mais dans l'univers. Merci Eric. De rien. 9e vague, on va passer rapidement parce qu'on a déjà parlé dans d'autres émissions sur Convergence, hein, qui était l'event qui concluait plus ou moins tout l'environnement New 52. C'est ça, oui. La fin de la seconde phase, c'est ça. Et enfin la 10e, donc qui pour le coup finit, qui a commencé en octobre 2015, donc qui a. Mais tu sautes directement, tu parles pas de Convergence du tout. Tu veux parler très rapidement de Convergence? Je veux juste dire 2 mots. C'est la fin de New 52 dans le sens où il faut bien comprendre que New 52, Ben est en train de montrer des couvertures de Dial H et il devient dingue. C'est la fin du logo New 52. On est toujours dans le même univers, mais on n'est plus dans cette appellation parce qu'il faut savoir que depuis le début, le but du jeu c'était toujours d'avoir plus ou moins 52 titres à la fois. Et là c'est plus le cas, où d'un moment les éditeurs, Dan Didio s'est dit bon, on arrête avec cette connerie, et ça a été remplacé par DCU qui est une façon de U-Y-O-U, hein, voilà, c'est ça, lettre U. Et c'est une façon de redynamiser un petit peu une ligne éditoriale qui est un peu redondante, parce que les gens au bout d'un moment se demandent à quoi ça servait finalement de faire un reboot comme ça pour garder le même Superman, le même Batman. Et là, Zeph en parlait tout à l'heure, t'as l'apparition de ce Bat Gordon, t'as Superman à ce moment-là dans Action Comics qui perd une grande majorité de ses pouvoirs et qui a son identité secrète complètement dévoilée. Tu as aussi la naissance la nouvelle Batgirl,
qui a été scénarisé par Cameron Stewart, qui on en a déjà parlé il me semble dans les émissions précédentes, oui, avec Daniel. Voilà, c'est ça, avec une Batgirl beaucoup plus pop, beaucoup moins dramatique, beaucoup plus collée à notre époque en fait. Ouais, c'est ça, aussi. Complètement. Ouais. Et avec ça, beaucoup de nouveaux titres et beaucoup de nouveaux scénaristes comme Tom King sur Omega Men, Nightwing aussi qui prend fin et qui laisse place à Grayson. Voilà, un autre petit truc sur Convergence, c'est vraiment l'event qui clôt les New 52 et qui est aussi un hommage au tout premier event d'ici qui est Crisis on Infinity Earth. C'est en fait ça intervient pile poil 30 ans après cet event, et Convergence en fait c'est un cas un peu particulier dans les events. En fait c'est 40 mini-séries en 2 parties. Il n'y a pas vraiment de. Donc c'était que un numéro 1 et un numéro 2. Ouais, c'est ça. Et voilà. c'est basta. Ouais. Et c'est donc côté un petit peu collégial, anniversaire, tout ça de Crisis on Infinity Earth. On invoque tous les univers qu'on a créés depuis le début, tout ce qui est pré-52, tout ce qui est Flashpoint, même Kingdom Come, tout ce qui est dans Crisis, pré-Crisis. Enfin voilà, on fait vraiment, on intervient sur tous ces univers et on fait des mélanges comme ça et on regarde comment ça se passe, et puis voilà, ça fait des histoires. Et il y a également donc ça c'était la 9e vague. La 10e vague, donc c'est l'ultime avant ce qui se passe après, hein, évidemment. 3 events plus ou moins notables et plus ou moins oubliables. Il y a Darkseid War, Robin War et The Final Days of Superman. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire là-dessus? Non, à ce moment-là. Alors est-ce qu'on peut faire un micro-bilan de ce que vous avez pu apprécier dans déjà la création de New 52, et est-ce que sa fin vous a satisfait? Est-ce que vous étiez content que ce soit fini, ou est-ce que vous étiez content de ce que ça vous a apporté en fait? Moi, enfin pour bonjour Adrien au micro. Bonjour. Si je dois quand même dire quelque chose de chouette au niveau des New 52. Pour moi ça a été une vraie porte ouverte, ne serait-ce que on a déjà fait un focus sur les reboots, les comment on appelle ça, enfin bref, les nouvelles versions, les relaunchs, etc. Voilà, toutes ces opportunités de rentrée pour qu'elles soient vraies ou plus ou moins fallacieuses. Honnêtement, moi, les New 52, ça a été un vrai point d'entrée. Précédé de Flashpoint rapidement, mais j'ai vraiment pu attaquer des nouveaux super-héros, les comprendre et les apprécier, quoi. Que ce soit Batman, Superman, je me suis pas senti perdu. Pour moi, ça a été un vrai pied à l'étrier dans le truc. Donc après ça montre la stratégie a fonctionné pour moi. Après ça montre vraiment ses limites, parce que effectivement il y a des crossovers dans tous les sens qui demandent d'avoir de la patience, du temps et de l'argent, que au bout de 5 ans on peut plus vraiment appeler ça les New 52, que au bout d'un moment la grille elle est pas plus lisible que 5 ans auparavant, et qu'on retombe dans les mêmes travers. Est-ce que du coup la fin, d'ailleurs est-ce qu'on peut parler vraiment d'une fin? Là aujourd'hui les New 52 sont pas vraiment terminés, puisque la continuité en tout cas, malgré Rebirth doit être une forme de nouvelles opportunités éditoriales et commerciales de re-rentrer dans l'univers DC. Cependant, c'est pas un relaunch, c'est pas un reboot. On va en parler, mais voilà. Donc je sais pas, moi j'ai pas vécu ou vu une fin de New 52 que je me sens de juger, mais en tout cas le début pour moi a été un bon moment et une bonne opportunité. Zéphiriel. C'est quoi la question de base du coup? Parce que en fait, je crois que t'as pas répondu à la question, mais tu parlais de la fin. Tu vas reprendre le micro et tu vas tout recommencer. En fait, alors, sur ce que j'ai lu, oui, j'ai beaucoup aimé, à part certaines fins, en l'occurrence celle de Batman qui était un peu décevante, comme on le disait avec Gaylor. Les 2 derniers numéros sont finalement très à plat et inintéressant. Maintenant, je pense que le fait de, du coup, on va parler de Rebirth après, mais je pense qu'ils veulent éviter l'effet numéro 972 pour éviter de perdre tous les 5 ans les nouveaux, les personnes qui voudraient peut-être se lancer sur un numéro, au comics, et
avec la question du par où je commence. Voilà, là c'est un numéro 1, s'ils font ça régulièrement, c'est plutôt intelligent en termes commercial parce que ça permet de pas perdre pas perdre les nouveaux, gagner donc de nouveaux lecteurs. Et les anciens, savent où ils en sont finalement parce qu'ils continuent une série qui sera renommée numéro 1 avec un sous-titre numéro 22. Oui. Et en même temps, dans ce Rebirth, sans aller trop à fond dessus, t'as ce côté justement, il faut revenir un peu à une certaine continuité. Justement, je parle d'Action Comics et de Detective Comics qui reprennent leur numérotation originale, qui compte en plus les Detective Comics et Action Comics qui sont déjà parus, donc ils sont en 960, 70, un truc comme ça quoi. Il y a ce côté un peu collectionniste, objet qui a traversé les temps et qu'il faut tout de même, il y a un héritage, tu vois. Ouais, voilà, il faut faire cohabiter les nouveaux trucs et les anciens trucs quoi. DC essaye de partir dans cette direction maintenant. C'est pas idiot en soi, enfin finalement on revient à encore une fois, là il y a un sous-titre, on sait où on en est, les nouveaux s'ils sont bien conseillés peuvent continuer peuvent prendre quelque chose en marche sans vraiment être perdu. Dans tous les cas, tu seras toujours un petit peu perdu si t'as pas l'historique de 75 ans de comics et de ce qui a pu se passer. En tout cas, généralement, les numéros 1, c'est plutôt des valeurs sûres. À part Green Lantern. Ça suffit, leur chaîne. Même question, j'imagine, Eric. En fait, les séries dont j'ai parlé, en fait j'en ai parlé parce que c'est celles qui m'ont vraiment fait kiffer, mais dans l'ensemble je trouve que c'est quand même une assez bonne idée, parce que ça a permis deux choses. Ça a permis de dépoussiérer soit des vieux héros, enfin des héros qui avaient vraiment pas beaucoup de charisme, de leur donner un peu de consistance en recréant ou en créant des éléments de l'origin story, ou bien de consolider des persos qui étaient déjà là, comme Batman par exemple, qui étaient déjà là et qui pesaient déjà dans le game, et ça a permis aussi de faire un espèce de retour aux sources qui engage les jeunes lecteurs, jeunes dans le sens nouveaux lecteurs. En fait ça vraiment ça les invite à entrer dans cet univers plutôt que d'être perdu et de se dire putain comment je peux rentrer dans ce truc là, je sais pas ce qui s'est passé avant, je connais le perso, mais là au moins tu sais juste psychologiquement du fait que ça repart au numéro 1, tu te dis c'est bon, je peux y aller. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment ils ont dépoussiéré et ils ont invité les nouveaux lecteurs à kiffer quoi. Donc de mon côté, en tant que lecteur avant un peu hermétique à tout ce qui était d'ici, pas forcément séduit par les différentes figures de proue de la maison d'édition, j'ai été très agréablement surpris par les quelques issues que j'ai lus. Et ça m'a vraiment envie de mettre sérieusement le nez dedans et de continuer un peu les séries. Un néophyte conquis. Exactement. Et enfin Gaylor ? Je trouve que c'était une bonne initiative éditorialement parlant. Voilà, ça permet sur une promesse, on sait dans les comics, quand on en lit régulièrement, que c'est souvent de la poudre aux yeux, que c'est souvent la trappe, pas la trappe Nigo, mais la trappe lecteur, on va dire. Il y a ce côté-là, ils en jouent un peu forcément, le côté rien ne sera plus jamais comme avant, ceci est un vrai numéro 1, je vous le promets, je vous le jure, cette fois-ci c'est vrai. Enfin voilà. Et donc dans le dernier, et voilà, c'est ça. Et pourtant, si on est attentif ou si on a un peu de chance et qu'on tombe sur les bons titres, il y a des titres qui jouent vraiment le jeu. On n'a pas parlé de Wonder Woman, on va pas en parler maintenant en long, en large, en travers, mais c'est vraiment un titre qui a joué la carte New 52 à fond, qui a pris un personnage, qui lui a redonné, qui lui a insufflé une nouvelle mythologie, qui lui a donné des nouveaux ennemis, qui a même repris d'anciens concepts de l'univers d'avant, comme par exemple les New Gods de Jack Kirby, et qui les a introduits dans cette trame avec des divinités grecques, et qui a donné un truc vraiment très très sympa à lire. Et il y a aussi ce côté très agréable qui fait que dans Wonder Woman tu te sens pas obligé de lire un autre truc à côté. C'est pas parce que tu suis pas la Wonder Woman de Justice League à côté que tu te sens forcément largué ou tu sens que tu paumes quelque chose. Le Wonder Woman de New 52, dans ses 36 premiers chapitres du moins, qui sont en plus scénarisés et dessinés par la même équipe, Brian Azzarello et Cliff Chiang au dessin,
c'est une histoire qui constitue vraiment un tout, et à la limite même quelqu'un qui ne lit jamais de comics et qui se fout de ces histoires de New 52, de DC Rebirth machin, tu lui conseilles un comics qui a un début et une fin, parce que c'est ça aussi tout le challenge, c'est de conseiller des histoires qui à bout d'un moment aboutissent à quelque chose. Et bah là c'est vraiment l'exemple parfait d'une histoire de super-héros qui peut se lire, qui a un début, qui a une fin, et le personnage continuera de vivre dans des films, dans des séries, dans des Rebirths, dans ce que tu veux, mais tu as vraiment ce qu'il faut en une poignée de chapitres, enfin une grosse poignée. Ah oui, parce que là, 3 ans de publication, ouais. Du coup, en parlant de publication, on va parler de Rebirth, dont on a un peu posé les bases dans cette dernière conversation. C'est un event d'une nature un peu similaire à New 52 qui a eu lieu entre avril et mai 2016. Il y a eu un grand lancement en pompe, ils ont fait une multidiffusion sur internet et sur leur site officiel. Ils ont invité les nouveaux illustrateurs, les nouvelles équipes créatives, tout ça, un peu comme les panel shows, hein, comme on voit partout entre TED, les trucs à la Comic-Con et compagnie, histoire de montrer aux fans que ok, en fait les mecs, on est prêts et voici ce qu'on a pour vous, plutôt que de faire des conférences de presse entre guillemets à guichet fermé et d'avoir les news que par les sites officiels, les sites qui redistribuent les informations comme ça. Du coup, là, on était tous sur le devant de la scène pour voir les prochaines couvertures, les nouveaux prix, ce genre de choses, parce qu'il y avait aussi une histoire d'abaissement de prix, de passer de $4 à $3. De changer également à $3 d'également changer la périodicité des publications qui jusque-là était mensuelle pour certains, pour la plupart et certains même un peu plus long à sortir, et là pour des titres comme Detective Comics et Action Comics toutes les 2 semaines, ce qui est quand même assez audacieux, donc au final ça coûte plus cher, mais voilà, ce genre d'annonce, histoire d'attirer de nouveaux clients, les mecs, vous aurez des histoires qui vont avancer très très vite et avec des équipes un peu dynamisées. Le pari qu'ils ont pris là-dessus, c'était de plus ou moins effacer ou ignorer ou gentiment dire que tout ce qui s'est passé dans New 52 c'était dans une bulle à côté, mais qu'en fait on veut revenir à nos sources, d'où le titre Rebirth, et se basant sur ce que Jeff Jones a pu faire dans le passé. Donc on avait parlé en introduction de Flash Rebirth et de Green Lantern Rebirth, de juste assumer en fait donc la légende d'ici dans le collectif populaire, en disant, comme tu disais tout à l'heure Gaylor, ok, on est peut-être au numéro 953 d'Action Comics, écoutez, c'est comme ça, on a un truc historique, on a un truc mythique qui a 70-75 ans d'existence, et nous on assume, et c'est comme ça qu'on veut fonctionner désormais. Marvel à un moment s'amusait justement à faire ça, à faire le yo-yo justement entre les anciennes publications et les anciennes numérotations et les nouvelles numérotations. Ils l'ont fait pas mal de fois. Par exemple, je sais pas, un exemple qui me vient en tête, c'est le Captain America. Après le 50, la V5 je crois de Brubaker, ils sont passés au 600 parce que ça correspondait justement à la numérotation depuis les premiers Captain America, et 600 ça fait badass quoi, genre oui, 600, 601, 602 machin. Sauf qu'au bout d'un moment à 615 voilà, tout le monde se rend contre fou. Donc 615 tu donnes ton, en fait c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé ça après Captain America End. Alors après c'était End Black Widow, End Hawkeye, End qui tu veux, End Iron Man, et à côté de ça ils remettent un numéro 1 en parallèle, un nouveau Captain America, la V6, et voilà, ils sont toujours comme ça tiraillés entre ce besoin de redéfinir des nouvelles, on va dire des étapes, des balises pour les nouveaux lecteurs ou même les anciens qui veulent revenir, et ce côté tradition, voilà, on est là depuis 75 ans, on représente, on pèse, et le fait de passer en bimensuel exactement, comme par hasard, Action Comics et Detective Comics, pour moi c'est pas anodin, c'est pour arriver très vite au numéro 1000 et faire la fête, les cotillons, tout ça, et voilà. En gros c'est l'année prochaine pour Superman, je crois. Oui, voilà, ça a peut-être coïncidé avec la sortie de Justice League. Faudrait qu'on compte, tiens. Non, ils vont le faire pour nous, hein, t'inquiète pas, qu'on le saura bien assez tôt, oui, que peut-être, le numéro 1000 de Superman... Pour que ça coïncide, ils vont peut-être en sortir 3 ou 4 par mois, on va savoir.
À l'ancienne. Du coup, le relaunch en fait, il a pas forcément commencé exactement en avril, mais il s'étale sur plusieurs mois et donc bon, il y a toute une liste qui est parue. Je vous mettrai le lien du site de DC Comics. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment hypés là pour tout ce qui va arriver? Est-ce que le ressassement des Superman, des compagnies, ça vous fait chier, ou alors est-ce que vous êtes intéressé par ce qui peut sortir prochainement là? En fait, si juste on parle de l'histoire, avant même de lire chaque série de héros dédiés, il y avait le truc qui s'appelait DC Rebirth, qui t'amenait vraiment dans le gros one shot, dans l'événement, l'introduction, où en fait t'apprends que il y a 10 ans de la vie de tout le monde qui a été effacé. Seul un flash, je dis pas lequel, un flash. Alors c'était en avril. Oui, bien sûr, mais moi parce que c'est ce que j'ai lu le début en fait, c'est pour ça. Pour répondre à ta question, en fait ce qui m'a hypé, c'est cette espèce de scénario de dire voilà, qui a effacé ces 10 ans, est-ce que c'est vraiment juste du mytho pour justifier que le coût commercial de dire New 52 ça n'existe pas, ou est-ce qu'ils ont vraiment pensé à un scénario bien ficelé avec quelqu'un qui se cache dans l'ombre et qui aurait effacé 10 ans ou pas. Enfin voilà, il y a au final, en même temps je peux le dire, le Flash en question c'est Wally West qui est piégé dans la Speed Force et finalement il arrive à se faire libérer par Barry Allen qui arrive à se souvenir de lui. Donc je me dis, si un mec comme Flash, même si souvent c'est lui le personnage qui est au courant de ce que les gens oublient parce qu'ils voyagent dans le temps, si un perso comme Flash arrive à s'en souvenir, peut-être que les autres héros vont s'en souvenir aussi. Je peux me permettre de mieux expliquer. Ah vas-y, si tu veux. Non, en fait ce que je veux juste dire, c'est que ce numéro Rebirth là, le 0, en fait c'est la réhabilitation de Wally West qui lui était coincé dans la Speed Force en gros pendant tout New 52 parce qu'il a disparu des timelines depuis Flashpoint et en fait il revient poker un petit peu tous les héros avec plus ou moins de difficultés jusqu'à revenir effectivement vers Flash et réussir à lui rappeler, et en gros la Flash se souvient de Flashpoint. En fait, il se souvient que New 52 c'était sa faute en gros. Oui d'accord, mais il y a quand même 10 ans qui a été effacé en fait. Exactement, ça, enfin 10 ans effacé, 10 ans de réécriture diverses, etc. Voilà, c'est assez méta parce que du coup oui voilà, c'est pour ça en fait, pour répondre à la question d'Eric, ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que c'est juste 10 ans ont été effacés et que c'est une phrase lâchée comme ça pour expliquer que en fait New 52 s'est balayé, ou est-ce que c'est le début de l'intrigue qui va naître de Rebirth en fait, sans mauvais jeu de mots. Enfin je pense pas que ça donne lieu à une méga intrigue. On verra en fait là dans les premiers numéros selon les titres, il y a des titres qui commencent à s'aventurer un petit peu dans le sillon de cette enquête, tu vois, de dire est-ce qu'on doit enquêter sur qui nous a effacé, etc. À titre personnel, je pense pas qu'il faille forcément répondre à ça. Je trouve que le 0 est super intéressant, tu vois, dans le fait de dire tiens, assumons le fait qu'il y a eu comme une espèce de, tu vois, de parenthèse qui était décidée par une force supérieure. Peu importe la force supérieure, en fait, pour moi, je le lis comme un truc méta. Tu vois, je me dis cette force supérieure, c'est les éditeurs. Et tu vois, je pense que c'est ça le sous-titre. Franchement, ça me serait chier. Mais non, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas parce que justement, c'est juste que les gars prennent une décision éditoriale. Donc, ok, très bien, tu peux l'aimer ou pas l'aimer. Mais du coup, si tu l'as fait s'impacter dans le scénario directement, tu sais, tu pourrais très bien dire, en fait, les gars, New 52, ça existait pas. Et en fait, à partir de maintenant, c'est ça. Et c'est un truc qui a rien à voir, mais c'est ça. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas qu'ils te font croire, mais en gros, même si c'est que dans le volume du départ, ils te font penser que leur décision éditoriale existe dans le scénario. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ou du moins, ils ont fait une sorte de clin d'œil. Ils étaient pas obligés. De début. Non, ils étaient pas obligés. Et du coup, je me dis, est-ce que s'ils le font, c'est vraiment juste un clin d'œil? Auquel cas, moi, je trouverais ça pourri. Et si c'est pas un clin d'œil, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, bah, au moins dans le début, on va essayer de l'inclure dans le scénario, même si après c'est oublié. Je dirais pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour répondre à la question de base d'Eric, c'est ça qui m'intéresse. Cela dit, j'ai lu. Ce qui m'a surpris, c'est Green Arrow, qui d'habitude n'est pas un héros qui m'intéresse. Et ben là, le premier Rebirth que j'ai lu, j'ai trouvé ça plutôt sympa et très bien dessiné. Donc je me dis, si un mec comme Green Arrow arrive à m'intéresser, c'est bon signe. Oui, il y a Adrien, pour conclure, j'ai lu quelques numéros 1, c'est assez inégal, mais tous ne m'intéressent pas au même niveau. Mais bon, j'avais eu la même chose avec New 52. Hein. Après, il y a des personnages qui vont t'accrocher, des personnages qui vont moins t'accrocher. En tout cas, c'est l'occasion de tous les tester et de tous se dire, tiens, j'ai envie de continuer ça parce que
le dessin me plaît, parce que l'histoire me plaît. Tu vois, là, le Batman part d'une certaine façon, le Flash part d'une autre. On a une nouvelle version de Wonder Woman, on a un nouveau Green Arrow. Je dis nouveau dans la mesure où clairement c'est écrit pour qu'on puisse commencer par là. Donc même si c'est pas un vrai reboot, tu vois, genre on dit pas ah tiens on a effacé le temps et tout. Tu vois, non, clairement c'est la suite de l'histoire. Mais par contre, soudain tout le monde, enfin ou du moins des gens peuvent être conscients qu'il y a eu une sorte de parenthèse dans les 10 dernières années. Moi je trouve ça méta, je trouve ça rigolo. En tout cas les histoires elles commencent toutes au même point là. Enfin on a que plein de numéros 1 donc c'est pratique. C'est agréable. Et enfin Gaylor pour conclure. Pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que c'est une bonne façon justement de reprendre le concept on va dire de New 52, à savoir un reboot, relaunch, gros nouveau point de départ, mais de le rendre un peu plus digeste en ne proposant pas tout de suite d'emblée 52 titres dans la gueule et avec forcément des trucs à côté desquels tu vas passer et qui vont se casser la gueule parce que faute de trop, quoi. Voilà, il y en a juste trop et il y en a qui vont être bien et qui vont donc pour toi le fait d'avoir étalé sur 6 mois, c'est déjà un peu plus intelligent d'avoir étalé et d'avoir fait une sélection. Par exemple les titres Batman il y en a nettement moins, les titres Superman il y en a un peu plus, mais c'est pour équilibrer. Mais il y en a 72. Mais il y a des trucs il y a des trucs vraiment intéressants qui font vraiment New 52. Je pense par exemple au New Superman qui est en Chine, voilà, ça c'est vraiment. C'est un pauvre ado qui a récupéré une partie des pouvoirs. Ça sort en septembre, je crois. Non, je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais c'est déjà sorti. Je sais pas, il est daté septembre. Mais ça a l'air vraiment intéressant, quoi. Et il y a plein de points de vue comme ça de ce nouveau New 52, ce New 52 qui 52. All new, not so different. 52 d'ici. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Alors, comme d'habitude, on va mettre. Ah non, il faut qu'il baisse d'abord. Ouais, comme d'habitude, on va mettre toutes les séries dont on a parlé ce soir sur la page de Radio Kawa. Comme ça, vous pourrez récupérer tout ce qui vous intéresse parmi ce dont on a parlé. J'ai dit 2 fois ce dont on a parlé, n'est-ce pas ? Non, mais ma grammaire, elle est abusée là. Comme d'habitude, vous pouvez faire vos remarques sur le compte Facebook, Twitter, Instagram de Comics Outcast ou alors sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art. Nous répondons à vos messages et nous les lisons avec attention. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, fin août, pour la 53e émission. On va dire bonjour, au revoir à nos chroniqueurs d'aujourd'hui. On va dire au revoir à Gaylor. Salut à tous. On va dire au revoir à Ben. Lisez des comics. On va dire au revoir à Grégo. Au revoir. Et enfin, on va dire au revoir à Zef. Ciao. Pardon, j'ai oublié Adrien, notre réalisateur. Non, je sais pas, c'est l'ordre. J'ai fait un cadran solaire. Oui, à bientôt. J'ai dit aller à. Voilà, à dans 2 semaines. Ah, il a compris. À dans 2 semaines. Bye bye.